Salut Bertrand. Salut Julien. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans ce numéro 5 de Et allez encore un coach. Cette fois, c'est un homme que j'ai, donc je suis vraiment très content de t'avoir. Et puis, on va parler de ce métier, mais surtout de toi, de ton parcours, de ta spécificité en tant que coach. Et puis, ton étiquette sur Insta, elle est assez longue parce que c'est Coach Running Mental Nutrition Podcast. Donc, j'ai l'impression que tu fais un sacré paquet de trucs et j'ai envie d'y voir un petit peu plus clair. J'ai envie de mieux te connaître et puis j'ai envie que tu nous parles un peu plus de toi et de pourquoi tu fais ce métier, qu'est-ce qui t'éclate au quotidien, quels sont les clients que tu accompagnes et comment tu évolues dans ce milieu-là et comment tu vois ce milieu-là aussi qui peut être assez critiqué. Mais nous, on s'en fout, on est là pour en parler, pour donner la parole aux coachs comme moi et je suis très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas, et puis honoré d'être dans les premiers et d'être le premier homme en plus. Exactement. Qu'est-ce qui t'a fait dire oui à cette invitation, Bertrand ? Moi, tu sais, quand il y a de la lumière quelque part et qu'on m'invite, je passe la porte, mais par contre, je la force jamais. C'est-à-dire que moi, je demande jamais à être invité, mais par contre, si tu m'invites, oui. Mais ça, c'est mon côté introverti, en fait. Mon côté introverti, c'est le mec qui sort jamais de sa caverne. Donc là, je suis dans ma caverne. Mais par contre, si tu m'invites et dire, tiens, il y a un peu de lumière et quelqu'un qui est sympa, je vais pousser la porte et je vais rentrer. Et après, par contre, c'est pour me déloger que ça va être plus compliqué, mais ça, tu verras tout à l'heure. On verra donc un podcast qui s'annonce peut-être long en dehors de l'heure que je fixe d'habitude. Non, on va essayer de tenir le cadre. Mais l'idée, alors ouais, donc introverti, mais finalement, en fait, t'es hyper à l'aise une fois qu'on t'ouvre cette porte, quoi. C'est que t'oses peut-être pas forcément taper à la porte, mais t'y vas à fond une fois qu'on te l'ouvre, quoi. Le truc de l'extraversion, ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que le problème, c'est le contact direct avec des gens auxquels que tu dois écouter déjà et avec lesquels tu dois parler, parce que c'est ça qui puise la concentration, qui va te chercher de la concentration, tu vois. Et toi, ce qui te nourrit de parler avec des gens, moi, ça m'épuise. Par exemple, quand je faisais des cours à la fac, ce qui m'épuisait, c'était les TD. C'était pas de faire le clown, parce que à la limite, faire le clown sur la scène, parce que des fois, mes cours, c'était vraiment des cours, j'ai l'impression d'être un one-man show, quoi. Des trucs, t'as 2 heures à tenir 200 étudiants, je leur balançais des images, méthode Seth Godin, c'est-à-dire une image toutes les 10-15 secondes, un mot, une phrase, tac, 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 et vous là-bas, qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Et par contre, dans les TD, j'étais obligé de leur parler, j'étais obligé d'échanger avec eux, donc je leur donnais des travaux sur lesquels ils travaillaient, mais il y a toujours des questions, tu vois. Et donc, en fait, je sortais d'une heure de TD, j'étais épuisé. Alors, je sortais de 6 heures de cours devant des centaines d'étudiants et j'étais exalté, tu vois. Après, un petit peu, tu vois, le contre-coup. Et ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, d'acteurs, de gens qui montent sur scène, qui sont en fait des introvertis, sauf qu'on valorise l'extraversion. J'avais lu la stat comme quoi, les Américains, il y a 70% d'extraversion. Et en fait, on valorise l'extraversion. C'est-à-dire, c'est typiquement le loup de Wall Street, quoi. Ouais, tout, et quoi, on a vendu. Et sauf qu'en fait, quand t'es, toi, un introverti, tu te dis, attends, gars, t'es juste en train de me casser les oreilles, quoi. Moi, je suis en train juste de faire autre chose. Et attends, laisse-moi réfléchir. Et tu sais, le truc, c'est qu'on l'a dans la famille. Ma femme est plutôt extravertie, moi, je suis plutôt introverti. Et il y a des moments, elle parle pour réfléchir. Et moi, je réfléchis pour parler. Et c'est ça, le vrai sens, l'inverse. Et il y a ça, et il y a le deuxième sens, c'est moi, j'ai besoin d'avoir de la solitude pour me recharger. Quand un extraverti, il se recharge avec du monde. Et c'est totalement différent. Et le problème, c'est que tu es dans un méthode de fonctionnement qui fait que des fois, les gens ne comprennent pas. Mais ça n'empêche pas que tu peux faire du théâtre, tu peux faire du podcast, tu peux parler en live tant que tu veux et tout. C'est pas ça qui fait la caractéristique. Et je pense qu'il y a une différence entre extraversion, introversion et timidité. Parce que la timidité, c'est la peur de déranger. Et en fait, moi, c'est le sentiment que je n'ai jamais été à ma place dans ce monde. Et donc, systématiquement, je dérange. Donc, je n'aime pas appeler au téléphone. J'ai dit l'autre jour, ça fait rigoler les gens, je leur disais, vous savez que je ne passe jamais un seul coup de fil. Mais même pour appeler en famille, je n'appelle pas un coup de fil parce que par principe, je pense que mon coup de fil va déranger quelqu'un. C'est-à-dire que prendre rendez-vous, pour moi, c'est déranger quelqu'un. Appeler quelqu'un, même ma sœur, je vais la déranger. Nécessairement, tu vois, j'ai toujours cette sensation-là. Même mon coiffeur, j'ai le sentiment de déranger. Et tu sais, c'est les gens, ça m'énerve, ils disent « Bonjour, excusez-moi de vous appeler, je voudrais prendre rendez-vous. » Ben non, tu t'excuses pas de les appeler parce qu'ils attendent ton rendez-vous. Sauf que au fond de toi, en fait, tu t'excuses de dire « Oh putain, si ça se trouve, ma coiffeuse est en train de faire une couleur ou couper la mèche, elle a loupé la mèche. » Bon, c'est con. Alors, mais c'est ça pour moi la timidité, tu vois. C'est pas différent en fait.
Et du coup, pour moi, alors tout à fait, la timidité, pour moi, ça, c'est des croyances effectivement limitantes qu'on peut coacher, qu'on peut venir déconstruire et reconstruire avec de nouvelles qui viennent effectivement te changer de la croyance de gêner, de déranger, de pas avoir des trucs intéressants ou à chaque fois de perturber l'autre avec ta moindre question. Mais l'introversion et l'extraversion, j'aime bien vraiment ta définition d'avoir ce côté. En fait, moi, par rapport à l'énergie, je le vois aussi sous le paradigme du yin-yang des Chinois, où en fait, toi, tu es plus dans ce yin de la réception et que tu peux ensuite transmettre. Et le fait de l'extraversion, qui est plus le yang, qui, si tu veux, s'expand, va dans l'action, prend de la place, là, comme c'est 70% d'Américains, ça serait intéressant de le savoir en France. Mais en fait, il explique dans un bouquin que j'ai lu qui était hyper intéressant, je vous mettrai les liens en description, c'est vraiment parce qu'il est en extraversion, parce qu'il est en mouvement vers l'extérieur, il prend plus de place. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mieux ni moins bien que le yin, mais c'est juste qu'il prend plus de place que le yin qui reçoit, qui est dans l'écoute et qui ensuite peut tirer sa flèche le moment voulu, mais pas en train d'arroser. Et j'aime bien que tu dis que tu réfléchis, que ta femme réfléchit en parlant, parce que c'est effectivement une manière pour moi de mettre mes idées en place et de les dire à voix haute et de parler avec les gens. Et en faisant les actions, je viens ensuite, ça y est, voilà ce que je voulais dire, voilà ce que je voulais faire. Et dans ma vie, c'était ça. Voilà le métier que je veux faire aussi. Donc c'est hyper intéressant. Je réfléchis en parlant comme elle, quoi. Donc je me reconnais vraiment dans l'extraversion, quoi. Mais en fait, tu sais, moi j'ai fait ma recherche de quel était mon ikigai, qu'est-ce que je dois faire. J'ai fait le livre de William Régeau là, pendant cet été sur trouver sa place quand on rentre pas dans une seule case, ou je sais pas comment il appelle ça, trouver sa raison d'être. En 30 jours, je l'ai sur mon bureau, je l'ai là. Trouver sa raison d'être en 30 jours quand on entre pas dans les cases. Et donc en fait, c'est une recherche de l'ikigai faite un peu différemment, mais à la fin, tu as l'ikigai. Et moi, c'est ma recherche de l'ikigai. Je pense que je pourrais faire un podcast sur à la quête de l'ikigai perdu, tu vois, un truc dans le genre là, j'aurais pu faire. Parce que j'ai acheté au moins 5 ou 6 bouquins. Tu vois, je me dis, un jour, je vais prendre un coach en ikigai. Jusqu'au jour où je me dis, en fait, c'est peut-être moi le coach ikigai un jour qui va le devenir, tu vois, parce que j'ai fait tellement de bouquins, tellement d'exercices, tellement d'essais. Et à un moment donné, je remplis son truc et tout. Et puis j'avais eu la notion, en fait, je me dis, l'ikigai tel qu'on le recherche en France, en fait, le mec a traduit l'ikigai, ceux qui ont apporté le concept, il est foireux. Tu sais, c'est comme toujours la pleine conscience. L'autre jour, j'ai eu un client qui est en pleine conscience. Il me dit, mais tu sais, mindfulness, en fait, ça veut pas dire ce qu'on dit en France, hein, pleine conscience, ça veut pas du tout redire ça. Et je dis, ah bon? Et je dis, ça aurait été bien de me le dire avant, parce que moi, je cherche le truc. Mais en fait, ce que tu m'expliques, ça me correspond. Il me dit, ouais, mais c'est quand ils ont traduit le bouquin, ils ont traduit ça par ça, et puis maintenant, il faut qu'on déconstruise. Et bien, l'ikigai, pour moi, c'est pareil, en fait. C'est-à-dire que quand on a traduit le truc, on a fait les rondes, c'est les cercles et tout. Et en fait, quand tu lis les bouquins japonais, notamment Ken Mogi et compagnie, en fait, ça te dit un truc, en fait, c'est ce que tu fais tous les jours. Tous les jours que tu vas faire et que tu vas pas refaire petit à petit. Et c'est le petit geste, rechercher le truc, le meilleur, etc. Et par exemple, il donne l'exemple du mec qui fait des sushis et qui va chercher sans arrêt le meilleur poisson, la meilleure cuisson, trouver le meilleur poisson pour faire son truc. Et que son ikigai, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de faire le meilleur sushi. Et donc, je regardais ça et j'ai lu le bouquin et tout. Je dis, je crois que mon ikigai, en fait, c'est de parler dans un micro. Et en fait, je me suis dit, non, ça, c'est ma zone de génie, tu vois, limite, c'est faire du podcast. J'ai fait 1200 épisodes de podcast en 4 ans ou 5 ans. Tu vois, c'est super 1200, facile. pas mal. Ouais, à peu près dans cette zone-là, tu vois. J'ai un podcast, maintenant, j'ai enregistré l'épisode 661, tu vois, sur Crée ta vie. Donc, voilà, j'en ai plein, tu vois. J'ai un autre podcast, il y en a presque 200 épisodes, etc. Donc, on est à peu près dans ce cadre-là. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant le livre de William Régeau, que le mot qui est ressorti, c'est le mot discussion. C'est-à-dire qu'en fait, mon métier, mon ikigai, en fait, c'est de discuter. Et alors, pardon pour le gros mot, hein, j'espère que tu vas pas me biper, mais je me suis dit quand même, pour un introverti, que le mot soit discussion, il y a un problème. Alors, j'ai creusé le truc. Et en fait, c'est que l'art de la discussion, c'est quelque chose que m'a dit un jour une psy, envoyé une psy notamment pour ma fille et tout, pour des problèmes qu'elle a de santé. Et elle m'a dit, et je l'avais vu en invité dans mon podcast avant qu'on la voit comme psy, et dans mon podcast de course à pied. Et un jour, elle me dit, tu sais Bertrand, il y a un truc que je dois te dire. Elle me dit, quand j'écoute ton podcast, il y a un truc qui est différent des autres podcasts. Je dis quoi? Elle me dit, toi, tu sais écouter les autres. Je dis oui, écoute, si tu le dis, tu sais, alors là c'est le syndrome de l'imposteur, dire j'ai pas le sentiment, tu vois, tout, parce que
je te le dirai plus tard, mais mon cerveau, il a une tendance à vouloir couper les phrases des autres, etc. Des fois, je me demande à quel point je suis pas un peu TDAH et compagnie, tu vois, parce que j'ai tous les symptômes de ce truc-là. Et en fait, j'ai une tendance à aller trop vite, tu vois. Tac, tac, tac. D'ailleurs, tu l'entends, là, je parle très vite. Et je dis, attends, c'est bizarre quand même ce que tu me dis. Elle me dit non, mais elle me dit, en fait, tu écoutes, tu prends un truc, tu rebondis, tu fais un rebond, un autre rebond et tout, et puis on se retrouve 2 heures après, on s'en est même pas rendu compte. Et je dis oui. Elle me dit, tu te rends pas compte, mais tout le monde sait pas faire ça. Je dis, ah bon? Bah bon, donc d'accord. Et donc je marque, tac, et puis je fais ma recherche, mes discussions. Je me suis dit, bon, ce mot discussion, j'en fais quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, maintenant, je passais mon temps à discuter. Donc je passe mon temps à discuter tout seul devant mon micro avec l'audience. C'est un échange que je fais dans les podcasts. Je fais des vidéos, c'est de la discussion avec l'audience. J'invite des gens dans mes podcasts, je discute avec des gens dans mes podcasts, et je fais du coaching. Je discute donc avec des gens, des coachés, pour qu'on soit main dans la main, pour faire un truc qu'ils n'arrivaient pas à faire par le biais de la discussion, parce que je n'ai pas d'autre outil que de parler avec eux. Et des fois, je leur balance une formation, je leur mets des petits liens, je leur balance des outils, etc. Mais la plupart des trucs que je fais, c'est discuter. Et donc, pour l'introverti que je suis, il y a un espèce de paradoxe, c'est que tout l'art des choses, c'est de dire que mon métier, c'est de discuter avec des gens, alors que pourtant, théoriquement, c'est censé m'épuiser. Et en fait, non, ça me nourrit parce que, d'une part, je choisis les gens avec lesquels je peux le faire, je choisis les moments, et puis surtout, à côté des 2 heures dans lesquelles je discute, moi, je vais courir 2 heures ou 3 heures. Je vais courir 1 heure avant pour me mettre en pleine énergie, pour être à fond la patate. Et puis après, pendant 3 heures, je vais écrire dans mon second cerveau, des trucs comme ça. Donc, c'est cet équilibre-là, en fait, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Et qui, moi, j'ai mis quand même, j'ai 46 ans. Et je pense que j'ai mis... j'aurais pu mettre 50 ans pour le trouver, en fait, hein, cette histoire-là. Si j'avais pas fait des recherches, j'ai creusé, me dire mais pourquoi je me sens jamais bon dans ma place, dans quoi que ce soit, tu vois, il y a un truc qui clochait tout le temps. Et là, j'ai mis le doigt là-dessus. Et je dis, en fait, ouais, c'est ça. Tu fais quoi? Je discute. C'est mon métier. Et j'adore. Moi, j'avais mis un moment sur mon LinkedIn, je fais parler des gens. Et en fait, moi, je me reconnais énormément dans tout ça parce que la parole rapide, alors je l'ai moins aujourd'hui, mais je l'avais aussi beaucoup. Ces connexions neuronales qui se font dans tous les sens et cette écoute aussi de l'autre et cette joie de juste parler, que ce soit en coaching, que ce soit en interview avec toi ou avec des gens comme le repas de midi spécial Noël. C'est pour ça que j'ai un pull, les amis, comme ça. Et ben en fait, je m'éclate vraiment. Merci. Et je m'éclate vraiment dans le fait de discuter comme toi. Et c'est oui, en soi, la parole est très puissante de transformation, d'éveil, juste d'une phrase, d'une punchline à un moment peut vraiment faire basculer la personne que tu accompagnes ou juste tes amis. Déjà, il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dans ça, d'avoir les paroles qui réconfortent, les paroles qui motivent et les paroles qui transforment. Mais en fait, on a aussi, je pense, une croyance... ont une mauvaise association avec le fait de l'introversion et l'extraversion parce que tu parles d'énergie, je le vois vraiment aussi comme ça. C'est une manière d'aller capter l'énergie du monde en fonction du départ qu'on a. Je sais pas si tu connais le design humain, le human design peut-être. C'est aussi une manière de voir si on est générateur, manifesteur en fonction de la manière où on développe l'énergie qu'on a chaque journée. Et effectivement, c'est plus ça. Et ça n'a rien à voir avec le reste, comme on parlait, timidité ou autre. Et donc, ouais, tu peux tout à fait être comme toi, introverti, c'est-à-dire que ton énergie, tu vas la prendre d'une autre manière qu'un extraverti, mais par contre, tu peux parler toute la journée. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Ouais, tu peux même ne pas m'arrêter, en fait. Il y a des fois où... et alors, tu vois, ce qui est super drôle, c'est que je vais au marché. Tous les samedis, je vais au marché, je fais mes petites courses. Des fois, j'amène ma fille avec moi et tout. Et puis, des fois, ma femme, elle vient avec moi, mais rarement. Puis, en plus, c'était en formation les week-ends avant. Et puis, des fois, elle vient avec moi. Puis, elle me dit, mais elle me dit, tu connais tout le monde. Elle me dit, tu connais les marchands. Tu sais que Camille, qui fait le miel, il va ça. Tu sais qu'elle, elle fait ça. Tu sais que ça. Ouais, alors, le jour, je rentre, je dis, bah, tu sais, elle, ça fait 13 ans qu'elle est au marché. Lui, il est parti en vacances. Lui, il est là tel jour. Tiens, lui, son fils, il a une accident. Elle me dit, mais tu connais la vie de tous les gens et tout. Mais je dis, ouais, mais je discute, en fait, j'écoute. Et au lieu de parler, en fait, le truc de la discussion, et c'est pour ça que ça fait un talent, en fait, je ne me rendais pas compte. C'est-à-dire que moi, j'écoute, j'enregistre tout. Quand j'étais gamin, on m'appelait mini-quid. Donc, c'est-à-dire que je regarde un truc, je l'écoute, bam, ça rentre dans le cerveau. Et puis, ça va ressortir, mais n'importe comment, à n'importe quel moment, par une espèce de connexion, je ne sais pas comment. Et d'un coup, ça fait bing. Tu vois, c'est bing, comme ça. Et sur tous les trucs. L'autre jour, je dis un truc sur Socrate. Ça me rappelle les 3 filtres de Socrate. Et ça me fait un exercice en coaching, un épisode de podcast, un truc pour mettre dans mon livre, un truc là-dedans, etc. Avec une idée entendue quelque part. Ça fait bing, comme ça, là, tu vois. Mais ça, parce que tu peux le faire que quand tu écoutes. Et quand tu as l'écoute, que tu enregistres, que tu digères, que tu testes.
tu dis, ah, c'est pas bête ce truc-là. Et tiens, comment je peux le retranscrire sur d'autres choses? Mais si t'écoutes pas, tu peux pas le faire. Ouais. L'écoute vraiment active, effectivement, est hyper importante. Alors après, moi je pense qu'aussi, comme tu disais, le côté TDAH et tout, tu as vraiment un haut potentiel qui fait que toutes ces informations sont vraiment ressortent. Enfin, il y a vraiment une fluidité de connexion et on le sent dans ta parole, on le sent dans tes connexions et dans cette énergie-là. Tout le monde n'a pas ce même potentiel, mais ça veut pas dire que c'est ni bien ni mal. C'est juste que du coup, ton écoute, toi, elle est encore plus amplifiée, donc elle est encore plus au service de ce que tu fais en accompagnant des gens ou en faisant tous ces épisodes de podcast. Tu peux faire des liens, tu peux faire des parallèles et tu peux effectivement aider les autres à avancer avec tes compétences à toi. J'aimerais qu'on tire une première carte pour un peu servir de présentation, parce qu'on est rentré dans un bain là à fond la caisse. Je trouve ça génial d'ailleurs. C'est ça que j'aime dans les interviews aussi, c'est de se laisser ce champ libre. Je vais tirer une carte, en fait, je vais les ouvrir devant moi, je vais passer le doigt dessus et l'idée c'est de poser une intention. C'est un peu que tu nous racontes un peu qui tu es par l'intermédiaire de la carte qui est une photo que tu vas voir. Et puis, comme ça, un peu en lien avec ton enfance et ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, enfin, ça va te réveiller quelque chose et tu vas me dire ce que tu veux dessus, ce que ça t'inspire. OK ? Et je passe mon doigt. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Alors, chère carte. Ah Tu vas la décrire pour ceux qui sont en podcast, s'il te plaît. Mais c'est quoi? C'est une vache? Non, une girafe? C'est une girafe. C'est une girafe. Oh. Qu'est-ce qu'elle est en train de croquer, cette girafe-là? Elle est en train de... Tu vois, pour moi, elle est en train de mâcher un bout d'herbe tranquillement dans son champ, là, tu vois, tranquillou pépère. Et donc, ça m'inspire quelque chose sur mon enfance, ça? Qu'est-ce que ça t'inspire là tout de suite, mais surtout en lien avec ton passé? Moi, j'ai des questions qui me viennent en la voyant, mais j'aimerais savoir, toi, ton ressenti par rapport à ton passé. Bon, après, tu sais, moi, j'ai toujours l'impression... Alors, j'ai fait beaucoup de marketing, et il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est « Vache pourpre » de Seth Godin, sur le fait que quand tu es une vache pourpre, dans un champ de vaches normandes, tu es un peu différent des autres. Et en fait, la girafe, je pense que je suis un peu différent. C'est le sentiment que j'ai toujours été un peu différent. Et en fait, j'ai ressenti très tôt dans mon enfance, mais c'est même un ressenti que j'ai au sein de ma famille, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est un gros problème. Je dis vraiment un gros problème parce qu'il y a des incompréhensions, mais totales et tout, et dont je passe les détails parce que c'est vraiment la folie. Mais c'est, par exemple, tu vois, dans l'introvert, tout à l'heure, tu disais, on peut discuter avec des amis et tout. Moi, j'ai très peu d'amis. Pour pas dire que j'ai pas d'amis ou alors ils sont à distance, mais j'en ai très peu. Et en fait, j'étais le gamin qui était jamais invité, nulle part. J'ai dû faire une boum dans ma vie quand j'étais gamin, tu vois. Ils ont dû m'inviter une fois, puis ils ont dit faut plus l'inviter, lui, il y a un truc qui cloche. Jouer au foot, ils m'ont pas invité à la finale du foot en poussin, tu vois, pour la finale à Paris, alors que j'ai fait tous les autres matchs, mais ils m'ont pas invité ce jour-là, tu vois. Il y a un truc qui clochait. Quand j'étais au collège, on m'invitait pas pour les trucs. Quand j'étais au lycée, on m'invitait encore moins, tu vois. Enfin. Même en école de commerce, on m'invitait plus. Alors, en plus, quand t'es timide, tu oses même plus passer la porte, tu vois. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il y a tout le monde sauf toi. Tu dis mais pourquoi, tu vois, et tout. En fait, c'est ce sentiment-là, en fait, d'être un peu différent. Et en fait, j'ai toujours pas compris le truc. Le problème, c'est que c'est de le constater, mais c'est de se dire pourquoi. Et même dans la famille, j'ai des discussions, tu vois, là-dessus. Par exemple, j'ai le cas où moi j'ai une carrière un plan de carrière qui est inexistant. Mais alors que ma sœur avait décidé, ma sœur à 18 ans, elle a dit à 27 ans, je serais mariée, j'aurais un enfant et j'aurais fait ça, ça, ça et ça. Et puis elle l'a fait comme ça, tac, 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 tac. Et moi, j'ai un profil, alors je sais pas si tu connais le profil MBTI, mais moi, je suis un intuitif. Introverti et intuitif, turbulent et compagnie, tout ce que tu veux. Et donc le plan, en fait, pour moi, même un plan de 90 jours, c'est un plan trop long. Même un plan à la semaine, c'est presque trop long, tu vois, j'ai du mal à mettre dedans. Et donc, ces histoires de plans, ça colle pas du tout. Et donc, par rapport à ces modes de fonctionnement de plein de gens, tu vois, moi, j'ai pas de plan de carrière, j'ai pas de ça. Moi, je me laisse porter par les élans et tout. Et puis surtout, j'avais pas envie d'avoir le plan de carrière qui était dessiné. C'est-à-dire que moi, ma mère encore, elle me le répète, elle me dit quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Tu vois, je l'ai pris il y a un mois, ça dans les dents quand même. Faudrait peut-être trouver un vrai métier, tu sais, Bertrand, quand même. Alors à 46 ans, quand on te sort ça, tu dis bon, bah écoute, super. Et en fait, parce que là où j'ai fait une école de commerce, tous mes camarades, ils sont tous partis faire
Coca, Mars, les trucs de consulting et compagnie, tu vois. Tous ces trucs-là, comme ça, là, les grosses boîtes, les trucs tracés. Mon père est ouvrier chez Michelin, ma mère a travaillé à Sécurité sociale, donc c'est... grande boîte ou sécurité sociale, c'est des fonctionnaires pareils, hein, protection, etc. Et le même regard sur l'horloge, pareil. Hein. Et c'est vraiment le même truc. Et elle voulait que je sois banquier, que je sois enseignant. Tu vois, quand il y a une annonce qui dit ils cherchent 2000 profs, elle me dit t'as vu, ils cherchent des profs. Non, j'ai pas envie, laisse-moi là où je suis, quoi. Et même si c'est dur, parce qu'il y a des trucs qui sont durs, laisse-moi là où je suis. Et en fait, ce truc-là, il est totalement déconnant par rapport à tout ce qui a été prévu par nos parents baby-boomers, par rapport à la société, par rapport aux grands-parents qui étaient toujours comme ça. Tu gagnes combien et tout. Et elle leur dit, mais attends, tu sais que je gagne moins, mais je prends plus de plaisir qu'il y a 11 ans quand j'ai été harcelé au boulot, quoi. Et sûrement, si j'étais harcelé au boulot aussi à l'époque, c'est sûrement parce que j'étais une drôle de girafe et que je voulais, tu vois, quand moi, un chef, je vais te raconter une anecdote quand même. Pour te donner un peu le cadre, je travaillais pendant longtemps en agence web, et en agence web, le jour où je pars, dernière réunion, et mon patron, c'est une petite agence web, mon patron il me dit Bertrand, discuter avec vous, ça a toujours été un peu compliqué, mais franchement, ça a toujours été constructif. Et elle m'a dit, c'était challengeant quand même, hein. Vous avez toujours des arguments, il y a toujours des trucs et tout, c'est challengeant, vous avez toujours côté un peu contraire, etc. Mais franchement, c'était toujours constructif. Et alors ça, je me suis dit, tu sais, tu es armé d'une carapace, tu te dis, tiens, t'as ton chef qui te dit ça, le mec, il fait 40 ans qu'il a sa boîte, il a créé 2-3 boîtes, c'est tout. Et puis tu arrives dans une collectivité locale et tu te trouves face à des cheffaillons à la con, là. Et vraiment, à la con, tu sais qu'on fait... alors un, il avait fait Celsa, l'autre, il rêvait d'écrire des bouquins, d'être... Tu vois, et tout. Et tu leur dis, bah moi, je pense qu'on pourrait faire autrement. Et ils te regardent, ils disent, non. Bah non, moi j'ai décidé que c'était comme ça, bah non, fais pas ça, et tout. Et là, tu te dis, mince, mais je suis tombé où, en fait, tu vois? Et en fait, au bout de 4 ans, forcément, j'ai pris tous les trucs par la figure et je suis parti après 5 mois d'arrêt quand même de travail parce que c'était juste impossible, quoi. C'était juste impossible. Mais avec quelques titres de gloire, tu sais, d'avoir désobéi aux ordres, d'avoir créé la première page Facebook d'une collectivité locale de France sans l'avoir dit à mon chef. Et sauf que quand elle s'est retrouvée avec plein de milliers de fans, et ils m'ont regardé, ils ont dit oh, c'est génial ce truc, mais comment t'as fait? Bah écoute, j'ai demandé à mon collègue, je lui ai dit t'es au courant? Oui. T'es d'accord? Oui. On s'est donné l'ordre entre nous, on n'a pas demandé à toute la hiérarchie, on l'a fait entre nous. Et puis t'es content? Oui. Bon, et ben il me dit bah tu sais ce qu'on va faire? Il me dit maintenant on va aller à Paris expliquer à mes collègues parce que mes collègues sont tous jaloux de moi et ils croyaient tous que c'est lui qui avait pris la décision. Alors il était un peu tout. Puis moi j'étais à côté de dire ouais, on a fait ça et tout. Ouais, c'était une bonne idée quand même qu'on a eu en discutant ensemble et tout. Mais tu vois, la girafe, elle est là en fait. Et il y avait le cadre. Et moi, la boîte, elle est trop petite. Tu vois, elle passe pas. Il y a un truc qui passait pas. À l'école, ça ne passait pas. Enfin, tu vois, on a beau me dire. Moi, je sais pas, je m'ennuyais à l'école parce que tout était trop facile. J'ai commencé à plus faire mes devoirs en CE2. Tu vois. Déjà, mentir à mes parents sur mes notes en CE2, ça craint, quoi. Je veux dire, j'espère que ma fille le fera pas, tu vois, elle est en maternelle, mais moi, je faisais déjà le calcul de mes notes. Si je prends un 0 en dictée, si j'ai 20 à la dictée suivante, bam, j'ai la moyenne, et tout le monde verra que j'ai la moyenne. Mais non, et ce con d'instit, il a quand même dit à ma mère, voyez votre fils quand il veut bosser, il peut avoir des bonnes notes. Et bien, c'est ça. En fait, t'as jamais été... toi, ce qui est génial, c'est que t'étais effectivement loin d'être dans les cases hyper classiques de la majorité, ou en tout cas de celles qu'on essaye d'aller nous mettre, et certains rentrent plus ou moins facilement dedans. Moi, ça allait plus ou moins. Mais pareil, je me sentais pas toujours au bon endroit. Et donc oui, c'est impossible pour une personnalité comme toi, un tempérament comme le tien, de pouvoir rentrer dans un métier classique d'une boîte ou autre. Et donc l'entrepreneuriat et d'être à ton compte et d'avoir créé ce truc-là, c'est la meilleure manière d'avoir une vie qui te ressemble vraiment. Et bien sûr, plein de gens ne peuvent pas du tout comprendre ça. Mais toi, aujourd'hui, tu es heureux de ce que tu fais et le cadre que tu t'es créé, qui te ressemble à toi? Bah, moi, en fait, je suis heureux. C'est juste qu'il y a des mois où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Parce que tu sais ce que c'est l'entrepreneuriat, il y a une petite vague qui monte, une vague qui descend, une vague qui monte, une vague qui descend. Puis après, il y a la vie de famille, il y a l'équilibre de vie qu'on a choisi et tout. Il y a des mois, tu te dis, voilà, punaise, la vague en face, elle est haute quand même. Celle-là, elle m'a bien rincé. Et puis la journée d'après, tu as un sponsor qui appelle et qui dit, ah écoute, tiens, on a un sponsor pour ton podcast et tout. Et tu regardes et tu dis, waouh, attends. D'un coup, ça va mieux, tu vois. Il y a une espèce de truc qui va mieux. Alors, c'est la variabilité, en fait. Moi, quand j'ai discuté avec des psys et tout,
On m'a dit j'ai un gros besoin de sécurité et de liberté. Et la plupart me disent mais en fait c'est antinomique. C'est-à-dire que tu peux pas avoir les deux. Et on me dit comme tu veux pas rogner sur ta liberté, eh ben, tu dois rogner sur ta sécurité. Et en fait, l'espèce de balance que j'essaie de trouver, c'est cette balance d'avoir ma liberté. Et tu vois, alors moi, j'aime pas Florent Pagny, mais quand il dit vous n'aurez pas ma liberté de penser, sincèrement, c'est genre truc, c'est vraiment ça, tu vois. Et je suis même prêt, en fait, des fois, je suis très contrariant là-dedans, mais quand il y a quelqu'un, tu vois, qui a un avis et que tout le monde est contre lui, et ben j'aime bien me mettre à la place de celui qui est contre tout le monde et se dire mais pourquoi il le pense ? Qu'est-ce qu'il pense vraiment dans son truc ? Mais même des théories super cons, tu vois, enfin des trucs, tu te dis mais et alors maintenant j'arrête parce que avant sur Twitter je pouvais passer des heures à discuter de ces trucs-là. Là j'ai arrêté quand même, je me suis calmé là-dessus, minimaliste, hein, tu vois, tac, je dis là j'arrête. Mais il y a quand même un truc, je me dis en fait tu peux tout défendre, toutes les thèses en fait. Et il y a un exercice que j'aimais bien faire à mes étudiants qui les déstabilisait beaucoup. Je leur disais écoute, on va prendre un sujet, et puis il y a un groupe pour et un groupe contre. Et moi je suis pour et vous me mettez dans le contre. Je dis oui, je dis mais en fait je leur faisais la démonstration, je dis vous pouvez prendre n'importe quelle position, être convaincant pour le pour et pour le contre, et tous les arguments vont se tenir pour le pour et le contre, et c'est tourné comme c'est tourné, ça va toujours marcher. Et le truc dans cette histoire-là, en fait, c'est que il y a un moment donné, il y a la vérité, il y a comment tu t'arranges avec ça, etc. Mais moi, si je prends ma vie, tu vois, pour revenir à la question, est-ce que je suis heureux et tout, je vais te dire, je gagne 2 fois moins que ce que je gagnais quand j'étais au Conseil régional d'Auvergne, mais franchement, je suis 10 fois plus heureux. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que là, tu me vois avec une tête, alors un peu fatiguée, parce que les nuits sont courtes en ce moment, mais j'ai perdu 30 kilos depuis cette époque-là, et j'ai revu mon ancien chef, celui qui m'avait foutu la pression, etc., pour faire une place à sa gonzesse. Et maintenant, ils sont ensemble, ils ont 4 enfants et tout, et sa femme, elle lui parle, tu sais, d'une manière et tout, mais c'est horrible. On les a croisés et tout. Je les ai vus, j'ai vu déjà comment physiquement ils étaient, tu vois, leur teint terne, blafard et compagnie, comment ils se parlaient entre eux. Et je dis, mais si j'étais devenu ça, heureusement que j'ai réussi à m'échapper, tu vois. Mon contrat de travail au conseil régional a été rompu par le tribunal administratif qui a jugé qu'il n'était pas conforme au droit. Et les gens me disent, mais c'est une catastrophe, tu perds ton boulot, tout. Et vous vous rendez pas compte, ils viennent me sauver ma vie en plus, parce que je peux aller à Pôle emploi, j'ai même pas besoin de négocier une démission. Je peux aller à Pôle emploi, je vais pouvoir entreprendre pendant 2 ans, etc. Tu vois, et tout. Et donc ça, c'était il y a 11 ans, tu vois, 11-12 ans quand même. Et depuis, il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais moi, tu vois, quand je fais mon truc, c'est je cours tous les jours, depuis 500 jours. Oui, j'ai vu ça. Attends, c'est fou, là, combien j'avais noté 520 jours là, d'affilée ? Alors demain, ça sera le 500e jour, exactement. Donc il reste un peu de boulot pour faire autant que Forrest Gump, mais il y a un petit peu de taf, mais pas beaucoup. Combien il a fait Forrest Gump ? 3 ans et quelques en fait. C'est un petit joueur, il fait que 700 et quelques jours. C'est un petit joueur, parce qu'en fait, il y a des Américains qui font, ça fait 13 ans, il y en a un qui ça fait 30 ans, etc. T'en as sur les plages de Floride, ça fait 13 ans ou 15 ans qu'il fait ça. Il a eu une dérogation pendant le Covid pour avoir droit de courir sur la plage parce qu'il le fait tous les jours depuis 13 ans. Donc, autant te dire que, tu vois, Forrest Gump, ce qu'il y a juste Forrest Gump, il faut savoir, c'est qu'il a fait 5 fois la traversée des États-Unis, nord-est-ouest, tu vois, et que les mecs ont fait ça, il y en a qu'un autre qui a réussi à vraiment le refaire en vrai. Et l'autre jour, j'ai interviewé dans mon podcast un Français qui veut le faire. Et qui veut le faire lui en 18 mois et pas en 36 mois parce que ça serait juste impossible. Parce qu'il a des enfants, parce qu'il a envie de les voir un jour avant qu'ils soient mariés, tu vois, je pense, et tout. Et mais moi, je cours. En fait, je fais du podcast. J'ai commencé le podcast en faisant du podcast tous les jours. Et en faisant tous les jours, 7 jours sur 7, pendant 500 jours d'affilée. Et parce que c'était comme ça que j'ai pris le plus vite. Et je cours tous les jours. Et toi, j'en suis à 500 jours de course. Et je cours et je podcast tous les jours. C'est mon truc comme ça, c'est ce que je fais tous les jours quasiment. Je sors un épisode de podcast où j'enregistre et je cours. Et je discute. Tu l'enregistres en courant, ton épisode de podcast ? J'en ai fait en courant, ouais. Sur Kilomètre 42, dans l'histoire de Kilomètre 42. Alors Kilomètre 42, c'est mon podcast sur la course à pied. Qui a une histoire particulière, hein, une petite, on pourra en parler si tu veux, mais j'ai fait des épisodes en courant parce qu'en fait il y a un truc que je déteste, c'est dire que je publie des choses toutes les semaines et ne pas le faire. Alors là, je suis un monomaniaque des cases à cocher, etc. Peut-être que... Ah non, tu me vois pas, c'est dommage. Si vous voyez un jour l'image, derrière moi, j'ai des smileys qui sont par ici, là. Et en fait, il y a 365 ronds. C'est une affiche que j'ai faite, que je vends sur mon site. Et en fait, chaque jour, quand je revenais, je faisais un smiley pour dire quel était et comment je me sentais
après avoir couru, et je mettais le kilométrage en dessous. Et en fait, je suis Seinfeld, tu vois, c'est ne jamais briser la chaîne et ne jamais prendre de joker. Contrairement à Matt Davella qui lui met des jokers, moi je ne mets jamais de joker. Et même pendant les vacances, une année, tu vois, j'avais des épisodes de podcast pour toutes les vacances, sauf le dernier mercredi des vacances. Et le mercredi matin, je dis, punaise, non, je peux pas me résoudre à ça. Je peux pas. Et je suis parti en courant à 5h du matin, sur la plage, micro-cravate attachée, mon téléphone, et je pars. Et je dis, aujourd'hui, l'épisode, c'est en courant, je vais vous parler d'où j'en suis, faire un bilan et tout, sur où j'en suis de ma course. Et ça a duré 1 heure, t'entends les mouettes, les pieds dans l'eau, etc. Tu vois, et les gens, il y en a, ils m'ont dit... Quand t'es à un bureau, c'est insupportable à écouter parce qu'on a juste envie d'être avec toi. Et puis toi, ils m'ont dit, c'est génial ton truc et tout. Quand est-ce que tu recommences ? Alors, j'ai refait il y a pas longtemps un épisode pour expliquer l'endurance mentale, c'est-à-dire courir doucement. Je l'ai fait en courant. Et maintenant, j'ai trouvé un truc sur mon canal Telegram, je vais le renommer, il s'appelle Viens courir avec moi. Et le truc, c'est que toutes les semaines, je fais un épisode sur Telegram directement, dans lequel je donne... Et en fait, je le fais en courant. Donc tu m'entends souffler, tu m'entends... Alors des fois, en ce moment, j'ai un peu le nez pris, donc ça fait un peu des petits raclements et tout, c'est pas très agréable, donc j'ai une tendance un petit peu à ralentir. Mais j'ai même une idée, en fait, c'est de développer en fait un concept de Kilomètre 42 où j'irai courir avec mes invités, en courant avec eux, et on ferait les podcasts en courant, tous les deux, ou en marchant, en courant, et parce que je pense que le mouvement, c'est la vie. Et ça, c'est ma philosophie, ma nouvelle philosophie de vie depuis maintenant que j'ai 5-6 ans, tu vois, que j'ai perdu mon poids, en fait, et que j'ai changé de vie là-dessus. Je rebondis là-dessus, le mouvement c'est la vie, et moi le premier truc que j'ai vu là quand elle est venue, cette girafe, c'est je la vois chiller, tu vois, elle regarde, elle mâche, elle est là en train tranquille de regarder de haut ce qui se passe autour d'elle. À quel moment pour toi tu justement fais l'inverse de ça, de l'action de parler et tout? Il y a des moments où tu te poses complet, tu regardes juste, tu fais rien. Est-ce que tu y arrives ça, toi? Bah, je l'ai fait juste avant de venir te parler. C'est-à-dire que je me suis rechargé un petit peu. Non, j'ai fait... en fait, je fais la sieste tous les jours, 1/2 heure. Il y a un moment, en fait... Alors là, c'est l'hiver, je suis en mode hibernation. C'est-à-dire que je parais actif comme ça, mais en fait, je suis très mou. Je suis en mode hibernation. Il y a 2 ans, j'ai fait un épisode de podcast en comparant, en expliquant comment les arbres vivaient dans l'année. Tu sais, toi, les arbres, comment ça vit, ce qui se passe en ce moment pour un arbre? Tu sais ou pas? Là, en ce moment, ouais. Vas-y, explique-moi, parce que j'avais sûrement planté. J'avais expliqué en fait que pourquoi est-ce on devait arrêter de courir pendant l'hiver, faire des pauses au mois d'octobre, novembre. C'est parce que c'est le moment où la nature se prépare à l'hiver. Et donc, les arbres, ils sont pas bêtes, hein. Ils sont connectés à la nature, tu vois, ce truc-là. Et ils savent qu'à un moment donné, il va commencer à faire froid. Et donc, la sève, au lieu de l'envoyer dans toutes les branches et au plus loin et dans les petites feuilles, ils la gardent, ils la resserrent dans leur tronc et dans les grosses branches pour se passer l'hiver réchauffé. Et puis ensuite, au printemps, ils vont rebalancer de la sève dans les branches et refaire pousser les petites feuilles, les bourgeons, etc. et reprendre de la vigueur, etc. Et je disais, si eux, ils font ça, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui le font? Bon, là, tu penses tout de suite, la marmotte, l'hibernation. À partir de septembre, d'ailleurs, le réchauffement climatique pose des problèmes aux marmottes parce que les marmottes ne savent plus à quel moment elles doivent faire leur stock de graisse, baisser leur température et tout. Tu peux penser aux ours, mais tu peux penser, en fait, à énormément d'animaux qui font ça, etc. Et l'être humain, en fait, moi, je pense qu'on est fait pour faire ça. Exactement pour faire ça. C'est-à-dire que là, on a moins de soleil. Il fait nuit plus longtemps qu'il fait jour. Le soleil, c'est quand même ce qui nous fait avancer, tu vois. C'est ça qui nous fait avancer. Et donc, il y a un moment donné, dans ce fonctionnement, quoi, on est dans cette saisonnalité où on a moins d'énergie. Et c'est normal. Alors, il y a des gens qui adorent l'hiver. Je dis pas le contraire, ceux qui font du ski et tout. Mais souvent, c'est des gens qui passent tout le temps dehors, en fait. Ils passent entièrement leur temps dehors. Quand tu passes pas toute ta vie dehors et que tu passes toute ta vie dans un bureau, que le seul moment où tu sors, c'est il fait nuit, le matin ou le soir, il fait nuit et que la journée, t'es un peu enfermé, ben moi, je me dis, c'est le moment où j'ai beaucoup moins d'énergie. Tu vois, je me resserre. Et à partir de janvier, quand les jours rallongent, déjà, ça commence à remonter. Février, ça commence.
Et à partir du printemps, là, ça fait bam, bam, bam. Moi, je vais courir à 5h du matin. Au mois de mai, 4h30, je pars courir. Je me fais un café au sommet de ma petite montagne. Non, c'est vrai, hein, parce que moi, le lever de soleil tous les matins, tu sais, c'est mon truc et tout. Donc, je me fais mon café. J'ai ma petite cafetière portative. Je mets ça dans mon sac à dos. Je cours jusqu'au sommet de ma montagne. Je cours 1 heure. Je fais mon petit café là-haut. Je prends des photos. Je poste ça sur Instagram. Je rentre à la maison. Je réveille ma fille. On part à l'école, tu vois. Et donc, est-ce qu'il y a un moment où je chill ? Bah ouais, pendant la sieste. Ou alors, quand je suis au sommet de ma petite montagne, je me pose sur mon caillou et je regarde le soleil. Je dis, il est bien là. Hein. On est bien, hein, quand même. On est j'ai bien. l'image en tête, ça a l'air chouette, ouais. Tu vois ? Et puis moi, j'ai les volcans d'Auvergne. Tu vois, moi, j'ai les volcans d'Auvergne, le Puy-de-Dôme, la chaîne des Puys, patrimoine de l'UNESCO. Alors, j'ai juste un truc qui me désole. Il faudrait que j'arrive à tourner la planète un petit peu différemment. C'est que le lever de soleil se fait à l'inverse de la chaîne des Puys. C'est-à-dire que pour vivre encore mieux, il faudrait que je cours le soir parce que le coucher de soleil serait sur la chaîne des Puys avec la magnifique luminosité. C'est ce que j'ai hier par rapport à là où j'habite. Mais moi, c'est ça, mon moment de... Tu vois, je me prends... et des fois, je peux y rester assis une demi-heure hein, sur mon rocher là-haut. Je sais pas ce qui ça va, je m'écoute ou quoi que ce soit. C'est court quand même une demi-heure. Je regarde le truc et je me dis, t'es bien là et tout. Et après, il y a quand même des moments, tu vois, où je me mets devant Netflix, comme tout le monde. Mais le problème de Netflix, c'est que ça me réveille des trucs. C'est dingue, quoi. Moi, tu me montres Marie Kondo sur Netflix, j'en fais 3 épisodes de podcast. Et encore, 2 ans après, il y a pas longtemps, j'ai cité ça à des coachés, j'ai cité ça dans un épisode de podcast. J'ai dit à un gars, j'ai dit, écoute, là, marketing, tu vas regarder Marie Kondo. Je regarde Marie Kondo sur Netflix, tu vas voir comment son marketing, il est super bien foutu, comment c'est génial, etc. Et ça, c'était un jour où je voulais voulu chiller en regardant Marie Kondo sur Netflix. Ça, c'est mon désespoir, tu vois, de trucs. L'autre jour, je regarde un truc sur qui a piqué je veux mon jet, un truc sur le gamin qui a demandé Pepsi, tu sais, ils ont fait croire qu'il faisait gagner un jet dans les années 80, et sauf qu'il y a un gars qui les a pris au mot et qui a dit bah moi je veux le jet. Donc il a monté un business pour arriver à avoir le jet en gagnant des capsules et tout. Et je regardais ce truc là et j'ai commencé à prendre des notes, tu vois, à prendre mon cahier, à faire des petits dessins et tout. Et là je me suis regardé, je me suis dit t'étais quand même en mode de repos là normalement, tu vois. Faudrait que tu arrêtes ton cerveau là. Faudrait que tu le mettes en pause. Et donc j'ai dit je vais aller courir. Et à un moment donné, pour chiller, en fait, ma solution, c'était de dire je veux parcourir sans écouteurs. Ouais. Je n'écoute pas de podcast, je ne lis pas de livres. Parce que si j'écoute des podcasts de course à pied, ça m'énerve. Si j'écoute des podcasts de podcasting, ça m'énerve. Si j'écoute des podcasts de coach, ça m'énerve. Ou ça m'excite mes neurones. Ou en fait, quand je dis que ça m'énerve, c'est que mon oreille de coach en podcasting, elle me dit mais pourquoi t'as pas posé cette question-là, quoi ? Mais pourquoi t'as pas fait ça ? Mais pourquoi ? Mais réagis là-dessus. Allez, dégage là ta liste de questions, quoi. Enfin, tu vois, ce sentiment-là. T'arrives plus à avoir une écoute. Là, tu vois. Ouais. T'arrives plus à avoir cette écoute passive. Mais en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. Toi, ta manière de déconnecter, c'est quand tu vas courir, mais alors sans rien, pas forcément en faisant un podcast ou autre, c'est quand t'es dans la nature, juste avec ton propre corps et t'es dans le moment présent, quoi. Ouais, et puis tu sais, je vais faire des trucs, les gens, alors là, attention, tenez-vous, accrochez-vous à votre chaise, je vais courir pieds nus, moi, des fois. Et j'ai mis à une époque, alors au printemps, c'est bien, j'ai mis 20-30% de courses pieds nus par semaine. C'était mon créneau. Il y a même des semaines où j'ai fait 100% de courses pieds nus. Des fois, je cours en sandales aussi, sandales de course. Et mon grand truc, en fait, c'est que souvent je pars en sandales. Et puis quand je trouve une herbe un peu grasse, tu vois, ou des petits chemins et de la terre, et je vais courir. Et alors, le truc le plus ultime, c'est des flaques de boue. Les flaques de boue, quoi. C'est-à-dire que j'ai des vidéos sur Instagram, j'ai des réels, où il y a un chemin avec une flaque de boue énorme, et moi je cours pieds nus, tout le monde est en train de l'éviter, et moi, bam, je fais un saut dedans, les 2 pieds dedans, et ping, 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 et tout. Tu vois, je fais mes petits sauts et tout, et puis en rentrant à la maison, je regarde, je dis, ouah, punaise, attends, je suis un peu crade, j'avais trempé les pieds dans la fontaine qui est à côté de la maison, mais en fait, là, c'est un retour à la nature. C'est là, les sensations de la boue sur les pieds, de sauter, et l'enfant intérieur, là, par contre, punaise, là il remonte, tu sais, je me dis mais punaise, là j'ai passé un bon moment, tu vois. Et je sais pas si c'est vraiment de chiller, mais en tout cas c'est ma manière de reconnecter avec un truc que j'avais totalement oublié, qui était le fait qu'il y avait une planète sur laquelle on habitait. En fait, voilà, chiller, c'est reconnecter, être dans un peu de autre chose que ce qu'on aime faire, l'action, le coaching, le podcast, parler, discuter, effectivement réfléchir au moins de trucs, ça donne plein d'idées. Je comprends vraiment ça. C'est vrai que des fois, j'écoute pas souvent du podcast, mais quand je m'en remets à écouter, j'ai plein d'idées qui arrivent, j'ai envie de noter des choses. Quand je lis un bouquin, il faut que je souligne dans tous les sens.
Donc effectivement, il y a un moment, genre moi, ma stratégie, par exemple, c'est d'aller marcher sans rien au bord de mer. J'habite à Lorient, de vraiment laisser tous les appareils électroniques dans la voiture et je vais marcher. J'ai rien, j'ai juste ma montre et ça me va très bien. Et c'est vrai que l'étape aussi d'au-dessus, c'était partir 7 jours chez des moines, des connexions totales et en plus retraite silencieuse. C'est hyper intéressant pour des tempéraments comme le nôtre. Mais est-ce que ça serait facile pour toi de faire ça? Une retraite silencieuse? Non, Ouais. arrête. Non. 7 Non, jours. alors, 7 jours. alors, je vais te dire, déjà, le problème, c'est le mot moine. C'est-à-dire que si c'est des moines catholiques, déjà, moi, mais ça, c'est une histoire familiale, après. Ça, c'est l'histoire familiale. Mes grands-parents étaient espagnols, la guerre d'Espagne, le catholicisme et compagnie. Mon oncle ne rentre pas dans une église. Moi, je rentre dans les églises parce que je les trouve belles. Tu sais, je trouve que c'est des beaux bâtiments, des beaux immeubles. Je trouve qu'il y a une certaine tranquillité. Je trouve que les vitraux racontent des histoires qui sont des fois magnifiques, des fois sordides, des fois magnifiques, mais qu'il y a des couleurs, qu'il y a du travail qui a été fait. Par contre, je ne peux pas me dire qu'il y a un truc qui existe, en fait, tu vois, dans cette notion-là. Et je peux comprendre que les moines trouvent du bonheur à être moines, mais je pense qu'ils le trouvent... j'ai du mal à percevoir qu'ils puissent le trouver dans le fait qu'il y a un Dieu. Tu vois, qu'ils le fassent parce qu'ils travaillent sur des trucs, parce qu'ils sont dans un rythme de vie, parce qu'il y a la vie en communauté, parce qu'il y a des trucs comme ça, oui. Mais que ça soit fait par rapport à de la religion, ça j'ai du mal, parce que moi la religion c'est un truc, c'est vraiment, c'est épidermique chez moi en fait, tu vois, c'est un truc, c'est vraiment, vous pensez comme vous voulez les gens, mais moi par contre, tous ceux qui me disent, qui mettent un bout de religion là-dedans, là par contre, tu vois, là je deviens, la discussion, tu vois, j'ai même pas envie de l'avoir en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dire... laisse-moi penser comme je veux, quoi. T'es pas obligé de me mettre ton truc devant, tu vois. Donc, les moines, oui, si ce sont des moines laïcs. Eh bien non, c'était des moines bénédictins, mais pareil, eux, tu vois, ils sont juste là, ils t'accueillent, ils sont pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Et puis moi, tu vois, je suis quelqu'un de vraiment branché à la spiritualité, mais pour moi, la religion, ça vient peut-être mettre une couche par-dessus. Alors après, c'est une autre manière de regarder la spiritualité, mais pour moi, c'est vraiment ce grand tout, cet univers. Il y en a, ça va être la planète, la vie, le cosmos, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je me sens relié à quelque chose de plus grand. C'est comme ça que je définis la spiritualité. Mais en aucun cas, je viens te dire, tu dois penser comme moi, évidemment. C'est ce qu'on a vraiment connu dans l'histoire. Il y a beaucoup d'égrégores liés à la religion et au fait d'imposer ses croyances aux autres. Mais ça vient pour tout, moi, on en parlait un peu au début, c'était vraiment aussi l'art d'écouter l'autre, mais de se mettre à sa place, même s'il a le point de vue complètement opposé au mien. Et de dire, ce mec ou cette femme a un point de vue valide sur le monde. On a un angle, chacun. Tu es en train de regarder une situation. Elles sont toutes valides. C'est pas parce que c'est pas la mienne que je n'ai pas à écouter cette personne. Par contre, j'ai mon point de vue et j'ai pas envie qu'on vienne le calquer ou m'obliger à penser quelque chose. Et eux, ils étaient vraiment juste, c'est un lieu et pour moi très connecté à la spiritualité. Je m'y suis senti vraiment reposé bien. Mais à quel moment tu te sens forcé? Mais après, ça c'est le chemin de chacun. Et j'invite à tester des expériences qui sortent un peu de cet ordinaire. On en parlait encore à midi. Tu veux une vie extraordinaire, fais des choses qui sortent de l'ordinaire. Bah tiens, passer 7 jours chez les moines, j'avais jamais fait. Et du coup, mais c'est tu assez sais que rigolo. tout est extraordinaire, en fait. C'est ce que je dis à mes coachés. C'est-à-dire que tout ce que tu fais qui est nouveau est extraordinaire et tu crées ta nouvelle normalité en faisant de nouvelles choses. Et peut-être ta nouvelle normalité, par exemple, ma nouvelle normalité à une époque pour moi, c'était de courir. Et maintenant, ma normalité, c'est de courir. Comme de faire du podcast. Ma nouvelle normalité, c'est de faire ma normalité de maintenant, c'est de faire du podcast. Alors qu'à une époque, j'ai mis 8 ans pour créer mon premier podcast. Donc, autant dire qu'il y a un moment donné où c'était pas du tout normal pour moi de le faire. Mais après, je faisais de l'écriture, je faisais de la vidéo, je faisais d'autres trucs. Mais c'est ça, en fait. L'histoire de la normalité, de l'extraordinaire, de tout le monde est une personne extraordinaire du moment que tu fais un truc que tu n'as jamais fait avant. Et en fait, c'est tout ce que je dis et c'est tout ce que je raconte sur mon compte Instagram. C'est de dire... même si tu n'as jamais fait ça ou je sais pas quoi, du moment que tu le fais la première fois, c'est extraordinaire pour toi. Peut-être que c'est pas extraordinaire pour ton voisin, mais tu t'en fous en fait, tu t'en moques parce que de toute façon, ton voisin, il y a plein de trucs que toi tu fais qui sont ordinaires que lui, pour lui, ça serait tellement extraordinaire. Voilà, c'est ça en fait la réalité des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une notion d'empathie. Les gens ont du mal à comprendre ce que c'est vraiment l'empathie parce qu'ils n'ont pas compris que l'empathie, c'est... Oui, tu te mets à la place de l'autre, mais tu ressens pas. T'es pas obligé de ressentir ce qu'il ressent en fait. T'es pas. C'est de le comprendre, de dire d'accord, j'accepte que tu penses ça, mais ne me demande pas de ressentir ce que toi tu ressens. Et c'est ça.
la grande différence. Et je pense que c'est important, par contre, pour revenir à la discussion sur le coach, c'est que ouais, je comprends ta position, mais je vais pas être malheureux pour toi si t'es pas bien, quoi. Enfin, et je pense que c'est ça, en fait, le problème de la société, c'est qu'il y a des gens qui sont des éponges et qui absorbent toutes les... Je vois avec ma fille qui est ultra sensible. Et c'est une éponge à tout, mais moindre truc qui nous arrive, nous, elle devient une éponge à ça. Et la vraie question, c'est comment te protéger, comment finalement arriver à protéger, à mettre des barrières, etc. Et moi, je pense que pendant très longtemps, j'ai coupé mes émotions, en fait. J'ai dit que j'étais un handicapé émotionnel. Parce que je pense que dans ma famille, le meilleur moyen pour moi, c'était de ne pas montrer la moindre émotion. Tu sais, c'est des trucs... ouais, mais un homme, ça pleure pas, sois fort, si tu travailles, tu seras récompensé, etc. Et tout, les grands classiques. Et ouais, mais j'y arrive pas, mais c'est pas grave, réessaye encore et tout, tu vois. Et même moi, des fois, je le répète à ma fille, je dis, attends, qu'est-ce que je viens de lui dire ? Alors attends, oui, mais, d'accord, mais si tu répètes, à condition de changer tel ou tel truc, à condition de faire un petit truc extraordinaire pour que ça devienne plus facile et que ça devienne ton nouvel ordinaire. Et je le dis avec les enfants, tu sais, ma fille, je lui dis, tu sais, pour toi, avant, marcher, c'était extraordinaire. Bah écoute, tu marches maintenant, tu t'en rends pas compte. Et ben, tu vois le dessin que tu as fait là aujourd'hui, il est extraordinaire, mais demain, bah, tu te diras, ouais, mais j'ai déjà fait. Mais je dis, ça veut pas dire qu'il est pas beau ton dessin demain quand tu l'auras déjà fait 10 ou 15 fois. Ça veut juste te dire que maintenant, ta normalité, c'est de faire ces dessins-là. Mais à une époque, c'était un truc extraordinaire. Et je crois que c'est ça, tu vois, l'expérience pour des gens, dire, bah, je vais faire une expérience, mais quelle qu'elle soit. Et pour certains, pour moi, tu vois, ça serait par exemple, même d'aller me faire un massage. Je veux te dire, tu vois, faire masser le visage. C'était extraordinaire. Le jour où je me suis fait épiler les sourcils, c'était un truc extraordinaire. Et c'est vrai, pour mon blog de mec, j'ai un blog de mec à une époque, c'était un truc extraordinaire. J'en ai fait un billet de blog, tu vois, sur le truc. C'est génial. Ouais, je suis allé. J'adore. Tu vois, enfin, c'est tout extraordinaire. Et dans mon podcast, quand je parle de ma vasectomie, pour revenir sur une anecdote dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais c'est exactement ça en fait. C'est une aventure extraordinaire que je peux pas revivre parce que ça, c'est fini. Et ben, je la raconte. Tu vois, moi par contre, je vais la raconter. Ça, c'est peut-être la différence qui fait entre ce qu'on fait et ce que font d'autres personnes. Il y a plein de gens qui vont le garder pour eux, et nous, on va le raconter. Et il y a plein de gens qui vivent des trucs extraordinaires sans jamais les raconter, et nous, on les raconte. Parce qu'il y a aussi cette notion de vulnérabilité, et c'est aussi beaucoup dans nos constructions du masculin, de cet homme ne pleure pas, ne pleure pas, tu seras moins homme si tu pleures. Il y a vraiment ce côté aussi d'accepter de montrer sa vulnérabilité, tout en étant conscience qu'on a la possibilité de fermer la frontière d'une personne qui viendrait la traverser ou qui viendrait en profiter de cette vulnérabilité, ou vouloir nous nuire, mais alors qu'elle est tellement au service, que tu racontes tes histoires, ou que tu partages sur tes blogs, ou qu'on fasse des podcasts ou autre, c'est hyper puissant d'aller parler de ça, de parler de nos émotions, d'aller sortir ce trop-plein, mais également de ne pas se couper de ses émotions, comme tu disais, plutôt d'apprendre à être agile avec et à les gérer. Et pour moi, c'est aussi très relié à l'énergétique, et c'est ça qui m'a ouvert à la spiritualité, c'est qu'il y a une manière aussi extérieure à nous, et j'ai plein d'histoires avec mon ex-compagne qui elle aussi était hypersensible, et elle a appris à gérer ça, et à créer cette bulle-là qui fait que tu peux aussi te protéger du monde qui t'entoure, parce que c'est des énergies, et il y a une manière de savoir toi comment tu vas être en public avec d'autres gens, ou par les émotions qu'on va t'envoyer, ou toi les tiennes, parce qu'elle prenait plein d'émotions qui n'étaient pas à elle. Et donc c'est aussi apprendre à justement dans cette hypersensibilité qui est un super pouvoir de ouf, savoir se différencier de l'autre, se protéger. Et j'aime bien le fait qu'effectivement l'empathie, ça veut dire je te comprends, mais je vis pas tes émotions. Et pour moi c'est plus la compassion où je les prends pour moi, tu sais, ta peine et tout, je la prends au cœur, alors que non, je veux juste la comprendre, mais je n'aime pas à la saisir et à la faire mienne et à être impacté par toi. Et des fois c'est vrai que la frontière est fine avec ces personnes qui sont très hypersensibles à ça. Ouais, mais il y a plein de trucs, hein. Et si on pourrait parler de la bienveillance aussi, beaucoup de gens, j'ai fait plein d'épisodes sur la bienveillance, en rappelant que la bienveillance, c'est pas d'être gentil avec les gens, c'est de leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il y a plein de gens qui le comprennent pas. Et en coaching, je pense que c'est important parce que tu peux pas dire aux gens ouais, d'accord, alors que tu penses que c'est pas bien, peut-être qu'ils pourraient réfléchir différemment, qu'ils pourraient peut-être penser différemment, qu'ils pourraient faire quelque chose, qui pourrait remettre en cause une pensée, tu vois, limitante ou quoi que ce soit. Sinon, tu le confortes et t'es pas bienveillant quand tu confortes quelqu'un alors que tu te dis peut-être qu'il pourrait faire un petit peu autre chose. Alors que la bienveillance, tu vois, l'autre jour, j'ai eu quelqu'un lundi, il me dit je vais faire ça et tout. Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement, tu vois? Est-ce que tu penses pas que tu pourrais essayer de faire autrement? Et sur le coup, et plusieurs fois, il me regarde un peu l'œil noir, et je me dis, alors maintenant je le connais bien, ça fait 3 mois presque,
Mais la première fois que j'ai fait ce coup-là, il m'a regardé avec un œil noir et tout. Et à la fin, je lui dis ça va? Il me dit merci quand même. Il me dit c'est vrai que. Il me dit ça m'a bougé ton truc là, mais t'as raison. Il me dit je suis venu pour ça aussi, quoi. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que à un moment, les gens, si tu leur dis, ils disent un truc, tu leur dis amen, pour revenir sur le côté religion, et ben c'est pas être bienveillant des fois, tu vois. Et être bienveillant, c'est de dire écoute, moi je pense que on pourrait peut-être essayer de réfléchir différemment. Peut-être, ça peut être une solution pour voir. Et si on faisait un peu différemment les choses? Et ça, pour moi, c'est sa bienveillance. Et tu vois, j'en ai reparlé encore dans mon podcast il y a pas longtemps. J'en parle souvent, je fais des épisodes complets sur le sujet, parce que pour moi, je pense que c'est une notion qui est importante, mais qui est mal comprise. Et on est plein dans de notions incomprises, mal comprises, et sur lesquelles on a du mal à se positionner. Parce qu'aussi, il faut le dire aussi, notre société n'était pas bienveillante, tout simplement, en fait. Quand on entend dire je suis l'aîné, tu dois me respecter, tu vois, attention, je suis tes parents, tu dois m'obéir. Tu vois. Et nous, on le répète en plus et tout, mais la notion d'éducation qui est de l'obéissance avec les enfants, tu vois, c'est un truc qui est dingue, Et l'autre jour, j'ai participé avec quelqu'un qui co-anime des épisodes de podcast de Kilomètre 42 avec moi, c'est le lundi, ça fait pas longtemps. On se connaît pas trop, tu sais, et on s'était parlé une fois, puis on se parle, et puis je dis, bon, écoute, on va faire des épisodes ensemble, ça va être cool et tout. Et donc on s'envoie plein de WhatsApp, et je dis, écoute, il y a un truc que tu dois savoir quand même, c'est que je suis un peu contrariant et un peu anarchiste sur des trucs. Et je dis, tu sais, si les gens font pas de sport dans la société, c'est parce que c'est un choix politique, que les gens soient pas trop en forme, qu'ils fassent pas trop de sport, et qu'ils restent assis sur leur chaise, et qu'ils soient assis parce que le chef, il est debout et qu'il donne des ordres. Et je dis, regarde quand t'étais prof, quand tu voulais le silence, tu les faisais asseoir. Et quand quelqu'un rentre de respect, il se lève sans dire un mot. Et ensuite, quand tu parles, il s'assoit. Et ben, c'est l'inverse du mouvement. Quand tu as des gens qui bougent, ils ne sont plus dans j'écoute forcément les trucs. Ils sont dans leur dynamisme, dans leur corps, dans leur cerveau qui réfléchit plus vite. Et je lui dis, écoute, je dois te le dire quand même. Je dis, peut-être que je ne le dis pas dans le podcast. Je dis, c'est peut-être mon côté anarchiste. Et elle m'envoie un message et elle me dit, qu'est-ce que j'aime entendre ce truc-là. Et en fait, c'est aussi ma vision des choses, tu vois. C'est aussi de dire ça, quoi. De dire, moi, je me révolte aussi contre ça, tu vois. De dire, ma croyance, c'est de dire, on n'a pas... Il y a des trucs qu'on nous a mis dans des cases, dans des ordres, dans des rails, etc. Mais aussi parce que on est des rouages. On a été créés comme étant des rouages pour payer tel truc, pour faire avancer tel truc, pour faire ça, ça et ça et ça. Et qu'on a le droit de sortir de certains cadres et qu'en plus, on n'a même pas besoin de demander l'autorisation. Parce qu'on n'est plus dans une société où on a, en tout cas dans notre pays, on a cette chance-là de ne pas avoir besoin de demander l'autorisation. Si tu veux créer un podcast demain, tu prends ton téléphone, tu prends encore, tu mets ton casque, bam, tu racontes ce que tu veux, et il n'y a personne qui peut te le dire. Mais il faut se rappeler quand même que moi, quand j'ai grandi, je suis né en 76, les radios libres, c'est 81, que dans les années d'avant, ils se cachaient dans les noisetiers au pied des volcans d'Auvergne pour émettre, et que Énergie, qui est la grande radio maintenant commerciale, était une radio pirate à sa naissance. Il ne faut jamais oublier ce truc-là. Ce qui veut dire qu'à une époque, tu ne pouvais pas créer une radio sans le consentement du gouvernement, de l'ORTF et du CSA et tout. Et que même maintenant, quand tu veux créer une radio, il te faut l'autorisation du CSA. Tu crées une chaîne de télé, il te faut l'autorisation du CSA. Et que la liberté qu'on a sur Internet, c'est de dire, je prends mon truc, je le dis, et que ça peut emmerder les gens. Et tu vois, moi, je suis des gens, et je ne sais pas si j'ai le droit de le dire et tout, mais des gens qui sont dans la naturopathie, parce que ma femme est dans la naturopathie, mais quand je vois que je suis carrément branché à ça, donc tu peux la Millivude qui classe Casasnovas comme numéro 1, danger numéro 1. Danger numéro 1. Alors peut-être qu'il a déconné à une époque, je suis d'accord sur des trucs. Mais quand il te dit, franchement, si vous mangez plus de légumes, de fruits, que vous bougez plus, et que vous prenez quelques bains froids, et qu'on vous dit, c'est super dangereux votre truc, là, moi, tu vois, mon côté là, il est en train de dire, mais attends, un jour, ça veut dire que moi, on pourrait m'empêcher de faire mon métier. Exact. Parce que ce que je dis dans mes podcasts, je me dis, mais attends, des fois, je dis la même chose que lui. Et en coaching, je pourrais dire la même chose que lui, parce que je pense qu'on est mieux, tu vois. Et ça veut dire que ce truc-là, je dois lutter pour, tu vois, par contre. C'est ça notre liberté, tu vois. Et je reviens à cette notion de liberté, de dire, je pense que c'est ça qui est bien. Voilà. Mais tu vois, non mais c'est hyper intéressant. Puis moi, j'adore Casasnovas parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé le jeûne. Et à un moment, tout le monde te dit c'est dangereux le jeûne, arrêtez de manger, non mais t'es fou. Et en fait, ça m'a tellement changé la vie, mon énergie. Je me suis vraiment reconnecté à moi au moment où j'ai commencé à aller vers le corps. Et c'est pour ça que ça me faisait penser aussi à toi, le fait d'avoir d'abord commencé par le corps, perdre du poids. En fait, ça t'a reconnecté aussi à toi, à avoir tout le champ des possibles qui s'ouvre à toi. Tiens, je peux faire plein plus de trucs dans ma vie parce que déjà j'ai un impact en fait, et je sors des croyances
croyances qu'on peut me donner, parce que oui, comme tu le dis, c'est facile en fait d'avoir des citoyens et citoyennes qui restent dans des cases et qui n'en sortent pas. Sauf que pour moi, ça, on est en train de rentrer dans un nouvel ordinaire, que la naturopathie, que les soins énergétiques. Je suis justement en train de lancer un podcast là-dessus qui s'appelle Bienvenue dans le monde 2 pour mettre en avant toutes ces personnes qui sont qui sont médiums, qui sont magnétiseurs, qui communiquent avec des animaux. Moi, je fais appel à ces personnes-là depuis 3 ans et ça a changé ma vie. Mais pour moi, on est en train de penser que c'est extraordinaire, mais ça deviendra un nouvel ordinaire parce qu'en fait, on est en train de s'éveiller le monde entier grâce au réseau, grâce au fait, comme tu le dis, de pouvoir faire une émission très vite sur YouTube, sur son téléphone portable avec encore autre. La liberté d'expression, elle est incroyablement puissante aujourd'hui. Donc pour moi, on est en chemin et donc j'en suis assez rassuré. Mais ouais, c'est important d'en avoir conscience et je suis très heureux que des personnes comme toi aussi, tu vois, mettent cette énergie juste à faire entendre un monde différent. Je dis pas que tu as raison ou pas, ou que j'ai raison, mais juste on fait entendre d'autres voix. C'est ça pour moi aussi la liberté d'expression. Puis ensuite, vous allez goûter par votre propre corps. Tiens, je vais faire un jeûne. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Ok, je vais pas m'arrêter d'un coup une semaine. Peut-être je peux faire le matin et puis je fais sauter plusieurs jours et puis on verra. Ou je vais courir comme toi et puis c'est que ça donne quoi si je cours tous les jours? Ou si je vais parler, tiens, j'ai jamais parlé dans un podcast, je vais faire un podcast tous les jours. Donc bah voilà, et ça devient des expériences de vie dans lesquelles on peut tellement en apprendre sur nous-mêmes, c'est hyper riche, quoi. Donc ouais, ces messages, et je suis heureux que tu en parles, c'est vraiment à partager aussi. Et ensuite, vous ressentez dans le corps et vous voyez ce que ça fait par vous-même, quoi. Arrêtons d'avoir ce côté descendant, quoi. C'est comme tu dis, le prof, il est debout et les élèves sont assis. Et je te dis ça, j'étais prof pendant 10 ans à la fac. Donc je le sais, le truc. De dire vous allez m'écouter. Mais en fait c'est un truc, c'est les cours, l'enseignement m'a beaucoup appris quand même à faire des meilleurs podcasts. J'en tire mes plans de cours, mes plans de podcast sont faits de mes plans, pas de mes plans de cours mais mes méthodes, et j'avais une méthode que j'enseignais à mes élèves pour leur expliquer un peu le truc, de leur dire la première seconde, et j'ai fait beaucoup de cours sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., tu vois, donc l'engagement et tout. Je leur disais, maintenant vous allez vous mettre à ma place là 2 secondes, vous rentrez dans un amphi, il y a 200 gamins, parce que pour moi vous êtes des gamins, quoi. Et vous êtes en train de discuter de votre soirée, de ce que vous allez boire, de la murge que vous êtes vomi, de la fille que vous avez draguée, etc. Et puis moi j'arrive, et puis je tape dans mon micro en disant écoutez, j'ai un truc à vous dire. Est-ce que vous pensez que vous allez m'écouter, quoi? Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai renversé le truc, j'ai dit qu'est-ce que je peux leur sortir comme, mais des fois la plus grosse saucisse du monde, tu vois, le truc comme ça, qui va à un moment donné capter l'attention. Et à partir du moment où tu as cette minute d'attention, tu te dis maintenant comment je fais pour la garder une minute de plus, une minute de plus, une minute de plus, une minute de plus, une minute de plus. Et puis à un moment donné, tu dis là, l'attention, je peux plus la garder. Et ben tant pis, on va faire une pause. J'avais pas prévu de faire la pause, mais on va faire une pause. Et par contre, on passe un contrat. Voilà, vous allez vous éclater 20 minutes dehors. Par contre, quand vous revenez, on revient dedans. Et là, je leur ressors une nouvelle saucisse. Parce que je me dis... Et la saucisse, tu sais, j'avais un copain qui mettait des photos, il crée des fausses unes de... comment ça s'appelle tu sais, la série les Nuls et tout, pour les nuls. Ouais. Mais il mettait une photo d'une fille qui était en train de manger une glace ou je sais pas quoi, tu vois, manger des glaces pour les nuls, etc. Il regardait à quel moment les étudiants s'arrêtaient. Et moi, j'avais une intro qui faisait... au début, mon intro, elle faisait 3/4 d'heure. Et à la fin de mes années d'enseignement, au bout de 3-4 ans, c'était la même intro, les mêmes diapos, mais je faisais 4 heures. C'est-à-dire que je meublais le truc entre-temps, etc. Et je leur disais, attention, diapo 52, il y a la réponse à la première question de votre partiel. Si vous n'avez pas la bonne réponse, vous avez 0. Je vous l'ai dit, vous êtes prévenus. Diapo 78, il y a la deuxième question, puis troisième question. Ils me regardaient et tout, ils me disaient, mais il blague ou quoi? Et je leur disais, voici le truc que j'ai envie que vous reteniez, parce que tout le reste, c'était du message, vous l'avez entendu, réentendu et tout. Par contre, j'ai que 2 infos à vous faire passer. J'en ai pas 2 ou 3, j'en ai pas 10, 15, tu vois. Et on le sait, avec en coaching et tout. Des fois, tu te dis, j'ai juste un truc à lui faire comprendre. Vous tournez de plein de manières. Dans le podcast aussi, il y a plein de manières. Et moi, des fois, le seul truc, tu vois, j'ai fait 200 épisodes de Kilomètre 42 pour dire que ma vie a changé en courant. Et qu'il faut bouger. Et là, on est sur des épisodes sur la sédentarité, sur le fait qu'il faut bouger toutes les 25 minutes, etc. Bon, là, on n'est pas trop mal parti. On n'est pas bien, tu vois. Normalement, j'aurais déjà dû faire une pause pour aller marcher, faire 10 squats. Mais je vais rester devant. Parce que je travaille en Pomodoro. C'est ce que je racontais, je travaille en Pomodoro, donc des 25 minutes. Et toutes les 25 minutes... Tu peux parler rapidement Parle-moi rapidement du Pomodoro pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. Alors, la technique Pomodoro, c'est un italien. Et le Pomodoro, c'est les minuteurs de cuisine. Et qui est parti du principe que notre temps d'attention, de concentration maximum, c'est autour de 25 minutes.
Techniquement, je dis même que c'est 22 minutes et que des fois, on est en dessous de ça. Ça dépend un peu de son énergie du jour. Je pense qu'il faudra adapter. Et donc, c'est de dire, je travaille 25 minutes et je fais une pause. Je travaille 25 minutes vraiment concentré, je fais une pause. Et toutes les 4 Pomodoro, je fais une pause qui est plus longue. Et en fait, l'autre jour, en faisant des recherches, on a trouvé qu'une chercheuse, une vraie chercheuse, mais vraiment une vraie chercheuse, tu sais, qui fait des conférences, qui est universitaire, a dit que pour lutter contre la sédentarité, il fallait adopter la méthode du cracking. Et la méthode du cracking, c'est dire toutes les 20-25 minutes, tu te lèves de ta chaise et tu fais quelques mouvements, tu t'étires, tu bouges et tout. Et là, moi, d'un coup, tu sais, ça fait boum, les 2 trucs, je me dis, attends, je travaille en Pomodoro. Donc toutes les 25 minutes, de toute façon, je fais une pause. Mais avant, je la faisais en regardant mes mails, en regardant Instagram, en restant le cul sur ma chaise. Et ben maintenant, mon cul, il va se déplacer sur mon tapis de yoga et je vais faire 3-4 mouvements, tac, tac, tac. Je vais faire 10 squats, je vais faire 20 pompes, etc. Parce qu'en 2 minutes, tu as le temps de faire 10 squats, 20 pompes ou quoi que ce soit. Sur une pause de 20 minutes, tu as le temps d'aller marcher. Et donc, j'ai mixé le Pomodoro et le cracking. Ça, on a fait un épisode de podcast d'ailleurs qui était très rigolo. J'en ai encore reparlé récemment, tu vois, dans d'autres contenus. Et en fait, c'est une manière en fait de dire, quand tu es assis sur ta chaise, il y a un moment donné, ça sert à rien de rester assis sur ta chaise non plus. Il y a un moment donné, il faut te bouger, il faut te relever, ton corps, il a besoin de l'énergie qui va créer le mouvement. En fait, ton cerveau. J'ai eu un invité qui m'a dit un truc un jour. Il m'a dit, quand tu amènes tes gamins à l'école, il y a un drame en fait. C'est que dans les années 70, il y avait 80-90% des enfants américains qui allaient au collège et au lycée, soit à pied, soit en vélo. Maintenant, ils sont plutôt 5 à 10%. Alors bien sûr, on regarde le côté sur la forme, le corps, tu vois, l'obésité, etc. Mais lui, il m'a dit un autre truc, il m'a dit, on s'est rendu compte par des recherches qu'un enfant qui fait du sport, si tu fais faire du sport à un enfant, tu le fais courir au marché, tu lui fais apprendre une récitation, il l'apprend en quelques secondes. Par contre, tu l'amènes en voiture devant ton école, tu le fais pas bouger, il reste toujours sédentaire, sans mouvement, en fait, son cerveau fonctionne moins bien. Il devient moins capable d'apprendre. J'ai fait des recherches dans des bouquins qui montrent, la question qui se pose, c'est est-ce que les coureurs sont intelligents parce qu'ils courent ou est-ce qu'ils courent parce qu'ils sont intelligents? Dans quel sens tu prends, la poule et l'œuf? Et en fait, il y a des mecs qui ont vraiment posé la question, qui ont fait des recherches, qui montrent que sur certaines formules, des calculs, etc., quelqu'un qui a couru a des connexions neuronales qui vont plus vite. Et on pourrait parler de la dépression, on pourrait parler de la déprime, on pourrait parler de plein de choses, en fait, dans ce cadre-là. Et je crois, par contre, qu'il y a juste un truc, je voudrais mettre un bémol, parce que j'ai entendu ça dans un podcast il n'y a pas longtemps. Il y a ceux qui auraient l'idée de dire, je vais mettre un tapis de course, et j'en ai parlé dans un épisode de Kilomètre 42, qui vont mettre un tapis, tu sais, sous leur bureau debout, et qui vont mettre un tapis de marche. Et pour moi, c'est une mauvaise idée. Parce que, alors d'une part, ma compagne de podcast, Laure, ma coéquipière sur la minute à tester, elle s'est viandée. Elle s'est pris un bon viandage quand même, et donc attention. Et puis, en fait, le problème, c'est que ça ne te connecte pas à la nature. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans une vision productiviste de la marche, et que tu te dis, je marche en travaillant. Mais en fait, tu ne te déconnectes pas. Et on revient à ton chill. On revient à ta question sur le chill. En fait, l'intérêt de la marche, c'est aussi que ton corps, il reprend la luminosité, il reprend le vent, les sensations, la vision. Notre corps est le truc le plus doué du monde qu'il existe sur la reconnaissance des visages, des formes et tout. Il faut quand même se dire qu'on est des milliards sur cette planète et que quand tu vois quelqu'un, tu sais si tu le connais ou si tu le connais pas. C'est dingue. Tu croises 10 000 personnes dans la journée, mais tu reconnaîtras la personne que tu connais. Des fois, tu as un doute, mais ça veut dire que ton cerveau, sur le visage, il est super important. Et ça, si tu restes dans ton bureau à marcher sur ton tapis en travaillant, en fait, certes tu as de l'activité, certes tu dépenses des calories, mais je pense que tu rates un des éléments qui font que la marche fait un grand bien pour la santé, et la santé physique et mentale. Et effectivement, tu fais finalement ni l'un ni l'autre. T'es à moite-moite, et puis t'es pas dans. Soit effectivement, je vais marcher 20 minutes, je vais prendre l'air, ou alors je travaille, mais ouais, non, ça marche pas, quoi. C'est sûr que ça a l'air de pas fonctionner. Écoute, Bertrand, on a pas mal enchaîné. C'est je t'ai dit, je te fais le bordel dans ton podcast. J'aime bien. Dans tous les cas, c'est bien parce qu'on découvre aussi qui tu es par rapport à tes partages, par rapport à ta vision. Moi, j'avais envie, on va pas tarder à terminer parce que ta fille allait chercher à l'école. On a un petit quart d'heure.
petit quart d'heure, voilà. J'aimerais, on va pouvoir parler plein de trucs. Non, j'aimerais un peu plus que tu me parles. Comment tu accompagnes les personnes, mais pourquoi tu t'es mis au coaching en fait? Comment c'est venu ce truc-là? Je vois très bien que tu as toutes les compétences sans problème pour tester des choses et que ça soit un nouvel ordinaire. Mais comment c'est arrivé et qu'est-ce que tu kiffes dans ce métier-là, quoi? Alors en fait, c'est arrivé de l'échec. C'est-à-dire, c'est arrivé du plantage. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le conseil régional d'Auvergne il y a 10-11 ans, j'avais dit je ne veux plus jamais retravailler avec un patron parce que de toute façon, je suis inemployable désormais. Et au fur et à mesure que je rajoute des compétences, je me trouve de moins en moins employable. Et puis, de toute façon, bientôt, j'aurai 50 ans. Et à 50 ans, tu n'embauches plus personne. Donc, je deviens, par définition, le mec qui est le plus inemployable de la planète, en tout cas en France, par les compétences, par l'âge, par plein de choses. Tu vois, parce qu'il y a des gamins qui se définissent inemployables à 30 ans alors qu'ils sont totalement employables. Et moi, je suis inemployable bientôt par la force de l'âge. Et donc, à ce moment-là, je m'étais dit, et je me rappelle la discussion avec une ancienne collègue, elle me dit, mais comment tu vas vivre? Je dis, écoute, je vais faire un peu de freelancing, et puis je vais vendre des formations, je vais faire des contenus en ligne et tout, comme ça, tu vois. Et je dis, si je travaille 2 jours par semaine, à tel temps, tel TJM, taux journalier et tout, je pense que ça passera. Bon, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, après j'ai fait de l'enseignement à la fac et tout. Et au bout d'un moment, l'enseignement, je commençais à en avoir un peu marre. Et donc, je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et puis, avec ce podcast, ça va bien marcher. Je vais me passer en numéro 1 de la catégorie. C'est une référence à Casas Novas, hein, c'est sur son Telegram. Et numéro 1 de la catégorie marketing. Et je vais dire, à ce moment-là, j'aurai une grosse audience. Et un jour, je vais dire, écoutez, j'ai une formation à vendre, achetez-la. Et ça va me faire de l'argent. Et puis, ça sera mon revenu. Et je l'ai raconté il n'y a pas longtemps dans une Fuck Up Night, ce truc-là. Et sauf que ce jour-là, où je mets en vente mon truc, je me retrouve avec 0 vente. Mais 0, tu sais. Et juste, alors après, il y a 1 ou 2 gars, tu sais, qui sont les gens qui promenaient leur chien en écoutant mon podcast. Ça faisait 500 épisodes qu'ils m'écoutaient. Et là, j'ai commencé trop tard, en fait, avant des formations. C'est-à-dire que j'ai attendu d'être numéro 1, d'avoir plein d'expérience et me dire, maintenant, je vais vendre un truc. Alors, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt pour, tu vois, accélérer un peu le rythme. Et donc, je me dis, bon, ça devait pas être le bon produit. J'en crée un 2e, pas bien mieux. 3e, pas bien mieux. 4e, toujours pas bien mieux. Et je me dis, là, j'ai un problème. C'est qu'en fait, moi, je sais exactement ce que je fais. Je sais exactement dans quel domaine tous les conseils que je peux faire. Ça fait 25 ans que je fais des sites internet, que je fais du web, de la communication. J'ai tout vu en communication. Parce que j'ai commencé en 96, tu vois, à faire des sites. Quand j'étais étudiant. Là encore, moi, ça mériterait presque 1 heure de podcast en plus, donc je vais pas te la raconter. Mais un gros coup de truc, c'est justement ce qui me dévie, tu vois, d'éviter d'être travaillé chez Mars, en fait, et tous ces trucs-là. Et donc, je me dis, là, j'ai un problème, quoi. C'est-à-dire que si je vends rien, déjà, j'ai un problème pour vivre, et puis en même temps, si je vends rien, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Donc, plutôt, j'ai suivi Einstein, c'est pas en refaisant toujours la même chose qu'on arrivera à un résultat différent. Je me suis dit, maintenant, il va falloir que j'arrive à savoir ce qui se raconte, tu vois, pourquoi. Et donc, j'ai dit, je vais mettre en place une offre de coaching, non pas pour vraiment coacher les gens, pour en faire une carrière, mais pour discuter avec des gens et faire mon étude de marché avec des gens qui ont des vrais problèmes et qui sont prêts à mettre de l'argent pour régler leurs problèmes, parce que ce sont eux qui sont les plus proches de mes clients. Parce que si je propose du coaching gratuit avec des gens qui ne mettraient jamais d'argent sur la résolution de leurs problèmes, dans tous les cas, ça ne serait pas des clients qui payent un jour une formation. Donc je me dis, pour faire la meilleure formation du monde, en tout cas du monde, de mon monde à moi, parce que tu sais, je suis champion du monde de mon monde, donc pour faire la meilleure formation de mon côté champion du monde de mon monde, parce qu'à une époque je voulais faire la meilleure formation du monde, hein, quand même, faut dire un peu mon côté perfectionniste qui ambitieux, moi j'ai envie de dire, surtout. Non, en fait c'est que je pensais qu'il fallait que je fasse un truc génial pour arriver à ce que quelqu'un l'achète, que je fasse un truc génial et pas cher pour que quelqu'un l'achète. Syndrome de l'imposteur, mais tous les gens dans notre cas hein, sont un peu comme ça. Et je me suis dit, mais il y a un truc, je comprends pas, quoi. Donc, je vais partir à la rencontre des gens. Je vais les rencontrer. Mais je veux des gens qui soient prêts à payer pour résoudre leurs problèmes. Donc, je vais lancer une offre de coaching. Donc, j'ai commencé à parler un petit peu de coaching, etc. Et je me suis dit, je vais faire du coaching en podcast, je vais faire du coaching en création de contenu, du coaching en business, tu vois, lancement de business et tout. Et puis, sur mon compte Instagram, je ne parle que de course à pied. Et donc, j'ai 6000 abonnés sur mon compte Instagram. Je ne parle que de course à pied. J'ai couru un marathon, j'ai créé un podcast sur la course à pied, je crée un 2e podcast sur le sport et la nutrition. Je suis certifié en préparation mentale. J'ai une communauté de 500 personnes qui sont des coureurs. Et en même temps, tu vois, je vais faire une formation de coach nutrition. Et le truc qui parle aux gens, c'est j'ai perdu 30 kilos, j'ai couru un marathon et maintenant j'ai couru un 24 heures. Et je cours tous les jours. Ouais. Et là, je me regarde dans la glace
Et je me dis, il va peut-être falloir que tu rajoutes une case coaching sur autre chose. Là, j'ai un problème, c'est que je peux pas être coach en sport, en course, parce que j'ai pas les diplômes pour, et donc j'ai pas les assurances, et donc je suis hors la loi si je le fais. Je peux pas faire des plans d'entraînement. Avec toute ton expérience là, t'as de quoi largement guider les personnes. T'as besoin d'avoir un diplôme pour dire que tu les accompagnes. Et oui, parce qu'en fait, il se passe un truc, c'est que dans ce monde-là encore, il y a un truc qui s'appelle la direction générale des sports et tout, de la jeunesse et sport. Et on est un pays qui encadre très fortement en fait les métiers de coaching dans le sport. Et en fait, il faut savoir que pour être coach dans le sport et pour avoir les assurances et tout, eh ben, il faut soit il faut faire un BPGEPS, donc ça fait 1 an ou 2 ans, soit tu fais un DUT métier de la forme, soit tu vois des trucs comme ça. Ou alors tu passes par la filière, tu es entraîneur en club, et par la filière. Alors hier, ils ont annoncé un truc, c'est qu'ils vont faire de la VAE pour les entraîneurs et les bénévoles des clubs de sport, qui peut-être pourront les faire passer. Mais bon, là, il faudrait que je me retrouve un club de sport, tu vois, pour entraîner, faire de la VAE. Enfin bref, c'est un truc un peu compliqué. Donc je peux pas faire des plans d'entraînement. Officiellement, je n'ai pas le droit de faire des plans d'entraînement, mais je peux demander à quelqu'un de faire un plan d'entraînement, et puis moi faire tout ce qui est autour. L'organisation de vie, l'alimentation, parce qu'en plus je vais être coach nutrition, donc voilà. Je peux faire la préparation mentale, je suis certifié, tu vois, je me dis, ah bah au moins j'ai une case, j'ai le droit de le faire, tu vois, je peux le faire. Je peux faire l'organisation, je peux faire les habitudes, je peux faire les changements de vie, je peux faire comment préparer une course, comment se comporter dans une course, comment choisir son matériel. Je peux même te faire des trucs sur comment choisir des chaussures, comment faire des entraînements physiques, faire des pompes, tout ça, tu vois. Donc, mais et tu pourrais faire aussi des produits comme ça, même à l'écoute, tu sais, des packs. Moi, le premier, tu vois, je cours et tout, je débute, hein, mais je sais pas, une liste de podcasts que je pourrais écouter par abonnement ou par pack, parce que tout son savoir, et effectivement, ton expérience, elle est là, et pour moi, elle remplacera tous les diplômes du monde, toutes les certifications. Tu t'y es collé depuis des années, tu es un expert dans ces domaines. Moi, je te fais confiance directement, quoi, il n'y a aucun problème. Mais en fait, j'ai des produits qui existent sur comment commencer la course, comment de passer marcher pour courir, et en fait comment courir durablement en commençant par la marche et l'alternance course-marche. Un truc que je fais encore, hein, c'est-à-dire que moi je cours tous les jours, mais je marche tous les jours. Mes séances, ce matin j'ai fait 7 bornes en courant, cette semaine c'est 7 bornes en courant pour participer au marathon de Paris 2024. C'est pour essayer d'avoir un dossard, et je dois faire 7 km tous les jours. Bon, 7 km tous les jours, je peux les faire en courant, c'est facile. Mais au mois de janvier dernier, j'ai fait un truc qui était le 1er janvier, je fais 1 km, le 2 janvier, je fais 2 km, le 3 janvier, je fais 3, et le 31 janvier, je fais 31 km. Donc, si tu fais un calcul, ça fait 496 km à la fin du mois, dont la dernière semaine à 195. Et là, si tu fais ça en courant tout le temps, et à un moment, ça coince un peu. Bien que j'ai vu que sur mon 24 heures, je pouvais faire 136 km en 24 heures, mais en faisant de la marche. Donc, moi, je continue à marcher. Et je déteste les coachs qui disent « faut courir, faut aller vite, faut fatiguer, faut être épuisé et tout ». Mais légalement, en fait, je peux faire les produits, mais en fait, il n'y a pas de plan d'entraînement. Je peux pas te dire que je suis coach, tu vois. Je peux te donner des informations. Je peux te dire... Et ce que je fais, c'est te dire « bah voilà, tu as trouvé un plan d'entraînement. Mais écoute, on peut en discuter, on peut voir s'il est adapté à ta vie, comment on peut faire, comment on peut le faire. » Et après, je vais faire plein de petites formations autour, et c'est ce que je fais notamment dans le Hamsters Running Club, dans la partie VIP du Hamsters Running Club, qui est sur abonnement, où tu payes 10 € par mois ou 90 € l'année, tu vois, un truc comme ça, où là, je fais des pépites, des mini-formations sur un sujet précis, qui vont aborder tous les termes autour de la performance, de la course, etc., et qui est de la communauté. Et dans mon rêve, c'est d'y mettre un podcast. Mais en fait, je l'ai déjà, le podcast privé, du lundi, dans lequel je mets les coulisses. Ça s'appelle Ma vie créative et sportive. Il y a les coulisses à la fois de la vie créative et les coulisses sportives. Et là, par contre, si tu veux de la vulnérabilité, de l'introspection et compagnie, là, je peux te garantir que t'es servi, parce que je vais te dire, putain, ce mois-ci, j'y arrive pas, cette semaine, c'est la galère et tout, j'y arrive plus. Et après, il y a des gens qui me disaient, ouais, c'est intéressant. Maintenant, je me mets à faire les bilans sur Crée ta vie, je te donne même mon chiffre d'affaires, tu vois, le mois dernier. Ce mois-ci, je l'ai pas donné. Juste, j'ai oublié de le donner, tu vois, mais... pour montrer que des fois, il y a des mois, ça fait des... Je l'ai dit que j'ai perdu plus d'argent, tu vois, et tout. Mais dans la logique, j'aimerais, et toi, mon canal Telegram, je m'en sers un peu comme ça, en fait, d'avoir un espèce de podcast privé. Mais en fait, j'ai un autre podcast privé avec un vrai flux privé, tu vois, et tout, et que les gens, ils sont abonnés. Alors, quand ils arrivent à s'abonner, à comprendre le fonctionnement, et je leur mets tous les épisodes en avance. Non, mais c'est pas facile, en fait. Quand t'es habitué à Spotify, tu peux pas rajouter le flux, t'es obligé d'avoir une application, etc., tu vois. Ouais, et j'ai vu une application qui permettrait de le faire, mais ça coûte 16 € d'abonnement par mois pour quelques personnes,
pour l'instant, tu vois, je passerai pas le cap encore, mais des gens comme Marie Forleo et compagnie, tu vois, l'ont mis en place. Et tu peux même mettre des livres électroniques, des livres audio dedans, à l'intérieur, avec un flux livre audio. Et je suis en train d'écrire mon 2e livre, et j'aimerais bien avoir mon livre audio qui serait comme ça, en épisode par épisode. Et en fait, le courir, tu vois, le penser en courant, en fait. Que le premier brouillon, je dis aujourd'hui, tiens, je vais vous faire le premier chapitre, et puis je pars 1 heure, et puis je donne le premier chapitre. Et qu'ensuite, ils soient réécrits à partir des retours et tout. Ça serait mon rêve. Mais ma plateforme actuelle ne me permet pas trop de faire du podcast privé, donc je suis un petit peu obligé de dissocier les trucs. Mais après, pour revenir sur la question du coaching, en fait, ce que j'aime bien dans le coaching, en fait, c'est que ça. Alors moi, j'y vais toujours avec un truc qui est important, c'est l'énergie, qui est vraiment un élément important. C'est que moi, je vais courir avant de faire un coaching. c'est le truc. Et je cours aussi avant les podcasts comme ça, etc. Moi, je vais courir, je fais un podcast derrière, j'ai ping, pas d'énergie. Et mes clients, en fait, je leur dis un truc, je leur dis, moi, je suis là pour vous donner de l'élan. Je suis là pour vous donner de l'élan. Quand votre élan ne va pas bien, quand vous avez manqué d'enthousiasme, moi, j'ai mon enthousiasme, j'ai mon élan, mais moi, je dois l'entretenir. Le truc l'important pour moi, c'est l'entretenir. Moi, j'ai ma philosophie, c'est SAM, sommeil, alimentation, mouvement. Plus je rajoute le mental maintenant, les émotions. Et vraiment, c'est un élément qui est super important pour moi, c'est de dire, les gens, en fait, la plupart du temps, ils ont toutes les informations, ils ont toutes les données, ils ont tous les éléments en eux, beaucoup d'éléments en eux, en tout cas. Les compétences pour lancer un podcast, elles ne sont pas compliquées. Par contre, c'est un frein mental. Et moi, j'ai une formule, tu sais, je fais du coaching en hebdo. On se voit par exemple, j'ai une cliente, on se voit tous les vendredis à 16h30 en visio. Et j'en ai une, je lui ai dit, écoute, moi, c'est comme un plan d'entraînement, en fait. Pour courir, tu cours tous les 2-3 jours, tu cours toutes les semaines. Et bien pour le podcast, tu vas faire du podcast tous les 2-3 jours. Ça ne veut pas dire que tu publies. Ça veut dire que tous les 2-3 jours, tu vas, avec ton dictaphone, tu vas t'habituer à enregistrer et à peut-être t'écouter et à peut-être parler à voix haute, réfléchir à voix haute, même si c'est pas naturel. Et ça, tu vas le faire. Et puis, au bout de quelques temps, tu vas te sentir prête à publier, tu publies. Et à partir de là, après, on prend un rythme. Et les 10 premiers épisodes, je te lâche pas. Les 20 premiers épisodes, je te lâche pas. Je suis ton entraîneur, tac, 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 tac. Et donc, pendant 3 mois, on est en mode intensif. Et ça marche. Le truc, c'est que ça marche. Et j'ai une cliente qui a pas fait ça, qui a pris un autre programme de coaching, et dans quelques personnes, et qui avait une session où il y avait une session tous les mois, tu vois, pendant 3 mois. Et le podcast n'est pas lancé. Et je me dis, moi, j'en ai qui ont lancé, j'en vois d'autres qui n'ont pas lancé. Je sais pas exactement pourquoi ils n'ont pas lancé de leur côté, mais moi, je sais pourquoi les miens, ils ont lancé. Et ça, tu vois, c'est ma méthode à moi. Mais vraiment, s'appuyer sur cette méthode-là. Et cette méthode, elle vient du sport. Elle vient du fait que j'ai les habitudes, que je coche les cases, que toutes les semaines, tous les jours, tous les temps, quand j'ai préparé mon marathon, j'ai 4 entraînements par semaine. Quand je me suis mis à faire du podcast, j'ai fait 7 épisodes de podcast par semaine, parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre le plus vite. Et c'est ce que je transmets en coaching, en fait. Je le dis très clairement, et pour reprendre Platon, les 3 filtres de Platon, c'est ça, c'est de dire la vérité que je détiens, moi, je la détiens. Ce que je vous dis, moi, c'est que je l'ai vécu pour moi, je l'ai expérimenté pour moi. Si vous êtes prêts à faire ce que moi je l'ai fait et qu'on le teste un peu, testez-le. Vous n'êtes pas obligé de rester avec moi pendant longtemps, mais on le teste un mois. Et si au bout d'un mois, ça a marché et que vous y trouvez du bonus, ça veut dire que c'est peut-être ce qui va aller pour vous. Mais peut-être que c'est pas ce qui va pour vous, en fait. Voilà. Tout à fait. Et j'en reviens au fait de goûter par son propre corps l'expérience d'un autre ou d'une autre. Et moi, c'est ce que je dis, c'est écouter et appliquer. Et effectivement, il y a ce côté, aller dans cette direction, écoute ce que je te propose comme action ou comme guide pour construire ton podcast ou pour régler ces blocages émotionnels ou ces actions qui pourraient t'aider à sortir toi pour une prise de parole plus libérée. Il faut les expérimenter, il faut y aller. Donc, tu es là pour mettre ce feu, pour le faire vraiment prendre. Et après, la personne, oui, peut soit revenir en arrière, soit goûter. Mais il faut vraiment tester. Faut y aller. Et c'est génial d'avoir le coach qui vient soutenir cet élan. Et quand il y a une vraie rencontre entre les deux, ça fait des choses incroyables. C'est drôle que tu parles des choses vraiment incroyables. Mon coaching s'appelle Étincelle. Et je dis, en fait, vous avez l'étincelle. Et moi, après, derrière, on va y mettre du petit bois. On va mettre de l'oxygène. Exact. Et je dis, l'oxygène, pour moi, c'est l'enthousiasme. Le petit bois, c'est ce que tu fais au quotidien pour nourrir ton petit feu. Mais par contre, si tu n'as pas d'oxygène, si tu n'as pas d'enthousiasme, si tu n'as pas l'énergie, si tu n'as pas la forme, si t'es pas... Mon programme qui c'est le plus vendu s'appelle SAM. Alors, c'est un programme qui est pas cher, qui est sur la méthode SAM. Et j'avais dit, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut être à fond il faut avoir de l'énergie pour pouvoir faire vos trucs. C'est important, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai fait ce programme-là.
Génial. Et oui, cet enthousiasme, cet oxygène, c'est pourquoi on fait un podcast en fait. Ce truc où, pour moi en tout cas, où on met cet objectif, cette intention, parce que ça reste qu'un outil. Et dedans, c'est qu'est-ce que vous mettez dans ce canal-là, ce média, quel est le contenu que vous voulez transmettre et qu'est-ce que vous voulez apporter au monde avec votre unicité. Et donc c'est vraiment, vraiment important et ça donne un combustible sans fin quand vous êtes vraiment connecté à votre joie. Et pour moi, c'est ton âme, c'est ton chemin de vie. Bertrand, on va terminer. Bah ouais, je vais aller chercher ma fille en fait. Et oui. Est-ce qu'on a le temps de tirer une carte pour terminer ? Vas-y. Clôturer ? Allez, et je te propose, c'est une dernière question que les cartes vont te poser, Bertrand, et ça nous servira de fin d'émission et d'épisode qui était vraiment super sympa, je te remercie. On en fera sûrement un autre parce que j'ai envie de continuer l'échange avec toi. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Et ben voilà. Qu'est-ce qui t'amuse ? Qu'est-ce qui m'amuse ? Moi, j'ai répondu, sauter un flaque debout. Non, mais après, c'est... en fait, quand j'étais gamin, je voulais être champion. Et c'est pour ça que moi je voulais être champion du monde, je voulais être champion de tout. Et en fait, en redécouvrant que mon corps fonctionnait, je veux être champion du monde de mon monde. Et c'est ça qui m'amuse. Ouais. Et en fait, c'est écouter mon enfant intérieur. J'ai mis trop longtemps à comprendre ce que c'était. En fait, je le visualise pas. Moi, je visualise pas parce que je suis pas connecté dans le cerveau, la visualisation. Je le ressens, tu vois, les trucs. Mais par contre, la notion d'être champion du monde de son monde et d'être un vieillard galopant. Tu vois, c'est dire comment je vais vieillir dans une société, dans un corps, dans un esprit. Tu sais, la notion, c'est que mon esprit soit content d'être dans mon corps, mais que mon corps soit content de vivre dans cette planète vivable, et que le monde du travail soit un monde vivable, et que la société soit un monde vivable. Ça, c'est mon concept du vieillard galopant. Et que pour être un vieillard galopant, il faut sortir de sa zone de confort, mais moi, j'aime pas ça. Tu vois, cette notion-là, je sais pas ce qu'elle veut dire. C'est juste de faire des choses extraordinaires, et que ces choses extraordinaires, ça peut être de créer un podcast, ou ça peut être de courir, même 5 km, et que c'est par là que moi j'aide les gens en fait, à devenir champion du monde de leur monde, pour devenir des vieillards et des vieillardes galopantes. Voilà ce qui m'amuse. Parfait. Eh ben, c'est notre mot de la fin, c'est beau. Et merci beaucoup Bertrand, merci infiniment pour cet échange. Merci à toi, c'était génial. Eh ben, très bien. Et c'était notre numéro 5 de Et allez, encore un coach. Et vous voyez, il y a des sacrées personnalités qui se cachent derrière ce métier. Donc, je vous invite vraiment à écouter les autres épisodes et les suivants parce que c'est comme ça aussi qu'on rencontre l'autre par tous les partages. Et ils ont été très riches avec Bertrand et c'est vraiment cool. Et merci encore. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, à partager ces épisodes et puis d'aller voir Bertrand. Tous les liens seront dans la description, ses podcasts, tout ce qu'il a fait. Vous allez plonger aussi dans son univers. Et puis, moi, je suis abonné à son podcast depuis peu et je vais continuer à les suivre parce que c'est vachement intéressant. Merci Bertrand. Merci à toi.